Chapitre 9. Les voilà, les voilà! Yennefer retint des deux mains ses cheveux balayés par le vent humide. Elle se tenait près de la balustrade de la rampe d'escalier, s'écartant pour laisser passer les femmes qui se précipitaient vers le quai. Poussé par un vent d'ouest, le ressac venait se fracasser sur la rive. Des gerbes d'écume blanche jaillissaient sans cesse des crevasses des rochers. Les voilà, les voilà! Des terrasses supérieures de la citadelle de Kertroldel, la principale forteresse d'Ardskellig, on pouvait admirer quasiment tout l'archipel. Droit devant, au-delà du bras de mer, se trouvait l'île d'Anskellig, peu élevée et plate côté sud, escarpée et fendue par les fjords sur sa face nord, invisible. Loin sur la gauche, avec ses montagnes dont les sommets se noyaient dans les nuages, la verte et haute Spikerug brisait les vagues qui venaient se jeter sur le relief déchiqueté de ses récifs. Sur la droite, on distinguait les falaises escarpées de l'île d'Unvik qui grouillaient de mouettes, de pétrels, de cormorans et de fous de bassin. Derrière Unvik, on distinguait le cône boisé d'Indarsval, les plus petits îlots de l'archipel. Et si l'on grimpait au sommet de l'une des tours de Kertroldel, si l'on regardait en direction du sud, on apercevait une île solitaire, l'île Faroé, séparée des autres qui pointaient hors de la surface de l'eau, telle la crête d'un immense poisson. Yennefer descendit sur la terrasse inférieure et s'arrêta près d'un groupe de femmes à qui l'orgueil et la position sociale interdisaient de se précipiter en toute hâte sur le quai et de se mêler à la populace. Au gueux. En dessous se trouvait la ville portuaire, noire et massive, pareille à un énorme crustacé de mer rejeté par les flots. Du bras de mer entre Anskellig et Spikerug surgissaient l'un après l'autre les dracars. Dans la lumière blanche et rouge du soleil, leurs voiles flamboyaient, les ombons de cuivre des boucliers scintillaient, suspendus à bâbord des embarcations. « Le Ringhorn est en tête, » affirma l'une des femmes. « Il est suivi par le Fenris, et voici le Grondin, » dit une seconde en élevant la voix. « Et puis le Drac, derrière eux arrive le Affrevu. L'Anguira, le Tamara, le Daria, non. C'est le Raskas, le Daria n'est pas là. Le Daria n'est pas là. » Une jeune femme à l'épaisse natte blonde gémissait d'une voix sourde en soutenant des deux mains son ventre arrondi par une grossesse bien avancée. Elle blêmit et perdit connaissance, s'affaisant sur les dalles de la terrasse comme un rideau que l'on laisse tomber. D'un bond, Yennefer fit auprès d'elle. Elle s'agenouilla, appuya ses doigts sur le ventre de la jeune femme et entama une incantation, jugulant les spasmes et les contractions, maintenant fortement et avec assurance le lien entre l'utérus et le placenta qui menaçait de rompre. Pour plus de sécurité, elle prononça encore quelques formules destinées à calmer et protéger l'enfant dont elle sentait les coups de pied sous sa main. Afin de ne pas gaspiller d'énergie magique, elle ranima la femme d'une tape sur le visage. « Emmenez-la! Faites attention !»« Quelle idiote !» dit l'une des femmes plus âgées. « Il s'en est fallu de peu. Elle a paniqué. Son île s'est peut-être encore en vie. Il se trouve peut-être sur un autre drakkar. »« Merci pour votre aide, madame la magicienne. »« Emmenez-la !» répéta Yennefer en se levant. Elle dut ravaler ses jurons en constatant que la couture de sa robe avait craqué, probablement lorsqu'elle s'était agenouillée. Elle descendit sur la terrasse, qu'elle trouvait encore un niveau au-dessous. Les drakkars arrivaient près du quai, les combattants descendaient sur la rive. Les célèbres berserkers de Skellige, barbus, armés jusqu'aux dents. Nombre d'entre eux portaient des bandages blancs ou devaient, pour avancer, pour pouvoir marcher, avoir recours à l'aide de leurs camarades. Certains devaient être portés. Tassées sur le quai, les femmes de Skellige reconnaissaient les visages, criaient et pleuraient de joie si elles avaient de la chance. Dans le cas contraire, elles perdaient connaissance. Ou s'éloignaient, lentement, sans bruit, sans un mot de plainte. Parfois elles se regardaient, mues par le même espoir de voir apparaître la voile blanche et rouge du Daria dans le Sinde. Mais le Daria n'était pas là. Au milieu de la foule, Yennefer distingua la chevelure rousse de Crash Enkret, le jarl de Skellige. Il était l'un des derniers à quitter le pont de Ringhorn. Il lançait des ordres en vociférant, donnait des consignes, vérifiait, contrôlait, s'inquiétait. Sans le quitter des yeux,
2 femmes, l'une aux cheveux blonds, la seconde aux cheveux bruns, pleuraient. De joie. Le jarl, enfin assuré qu'il avait tout contrôlé et veillé à tout, s'approcha d'elles, les étreignit tel un ours, et les embrassa, l'une après l'autre. Puis, il leva la tête et vit Yennefer. Ses yeux s'enflammèrent, son visage hâlé devint dur comme un roche du récif, comme l'ombon cuivré d'un bouclier. Il sait, songea la magicienne. Les nouvelles vont vite. Sur son bateau, le jarl a appris qu'on m'avait repêché dans un filet dans le Sund, près de Spikrug. Il savait qu'il me trouverait à Caer Trodel. Magie ou pigeon voyageur? Krachenkret se dirigea vers elle sans se presser. Il sentait la mer, le sel, la poix, la fatigue. Elle regarda ses yeux clairs et instantanément, ses oreilles retintinrent du cri de guerre des berserkers, du fracas des boucliers, des cliquetis des épées et des haches, du hurlement des hommes qu'on assassinait, qui sautaient à la mer du haut du Daria en feu. Yennefer de Vengerberg. Krachenkret, jarl de Skellige, dit-elle en s'inclinant légèrement devant lui. Il ne rendit pas son salut. Mauvais signe, songea-t-elle. Il vit tout de suite son hématome, souvenir d'un coup de rame qu'elle avait reçu. Son visage se tendit de nouveau, ses lèvres tremblèrent, découvrant ses dents l'espace d'une seconde. Celui qui t'a frappé en répondra. Personne ne m'a battu. J'ai trébuché dans l'escalier. Excuse pas incroyable. On peut mieux faire, Yennefer. Il l'observa attentivement, après quoi il haussa les épaules. Tu ne veux pas te plaindre, libre à toi. Je n'ai pas le temps de mener une enquête. Et maintenant, écoute ce que j'ai à te dire, attentivement, car ce seront les seules paroles que je t'adresserai. Je t'écoute. Demain, on te jettera dans un drakkar et on t'emmènera à Novigrad. Là, on te remettra aux autorités de la ville, puis aux autorités témériennes ou rédaniennes. Cela dépendra de celles qui se présenteront en premier. Je sais que les unes comme les autres ont très envie de mettre la main sur toi. C'est tout ? Presque. Encore une explication à laquelle tu as droit, je pense. Il est arrivé très souvent que Skellige donne asile à des personnes poursuivies par la justice. Les possibilités et les occasions de racheter ses fautes par le travail, la vertu, le sacrifice et le sang ne manquent pas sur l'archipel. Mais pas dans ton cas, Yennefer. Je ne t'accorderai pas l'asile. Si tu es compté, t'es abusé. Je déteste les gens comme toi. Je déteste les gens qui, pour obtenir le pouvoir, sèment le trouble, complotent avec l'ennemi et trahissent ceux à qui ils doivent non seulement obéissance, mais également reconnaissance. Je te déteste, Yennefer, car lorsque sous l'influence de Nilfgaard, tu initiais avec tes confrères dissidents la rébellion sur Thanedd, mes drakkars étaient justement à Âtre, mes gars venaient à la rescousse des insurgés locaux, 300 de mes hommes face à 2000 noirs. Il faut une récompense pour la bravoure et la fidélité, il faut un châtiment pour la lâcheté et la trahison. Comment puis-je récompenser ceux qui sont tombés au combat? Avec des sénatophes, des inscriptions gravées sur des obélisques? Non, je récompenserai et j'honorerai les morts autrement. Pour leur sang, qui fut absorbé par la dune à Âtre, ton sang, Yennefer, coulera à travers les planches de l'échafaud. Je ne suis pas coupable. Je n'ai pas participé au complot de Vilgefortz. C'est à tes juges que tu devras en apporter la preuve. Moi, je ne te jugerai pas. Inutile, tu l'as déjà fait, et tu m'as même prononcé ton verdict. Assez parlé. Je te l'ai dit, demain, à l'aube, tu vogueras, enchaîné, vers Novigrad, pour comparaître devant le tribunal royal, et recevoir le châtiment que tu mérites. À présent, donne-moi ta parole que tu n'essaieras pas d'utiliser la magie. Et si je refuse? Markar, notre magicien, a péri sur Thanedd. Actuellement, nous n'avons donc pas de magicien ici qui pourrait te contrôler. Mais sache que tu seras sous la surveillance permanente des meilleurs archers de Skellige. Si tu t'avisais de faire ne serait-ce qu'un seul geste suspect de la main, tu serais abattu sur le champ. C'est très clair, dit-elle en faisant un signe de la tête. Je te donne donc ma parole. Parfait, merci. Adieu Yennefer. Je ne t'accompagnerai pas demain. Crash. Il pivota sur ses talons et se retourna. Je t'écoute. Je n'ai pas la moindre intention de monter sur un bateau voguant vers Novigrad.
Je n'ai pas le temps de prouver à Dijkstra que je suis innocente. Je ne peux risquer que l'on ait déjà préparé les preuves de ma culpabilité. Je ne peux risquer de mourir peu de temps après mon arrestation, d'un afflux soudain de sang au cerveau ou d'un suicide spectaculaire dans ma cellule. Je ne peux pas perdre de temps et prendre un tel risque. Pas plus que je ne peux t'expliquer pourquoi c'est pour moi un tel risque. Je ne partirai pas pour Novigrad. Il la regarda longuement. Tu ne partiras pas, répéta-t-il. Et qu'est-ce donc qui te fait croire ça? Serait-ce le fait que nous fûmes jadis liés par un sentiment amoureux? N'y compte pas, Yennefer. Adieu, panier. Vendanges sont faites. Je sais, et je n'y compte pas. Je ne prendrai pas le bateau pour Novigrad, parce que je dois de manière urgente aller à la rescousse d'une personne que j'ai juré de ne jamais laisser seule et sans aide. Et toi, Krachenkret, Jarl de Skellige, tu m'aideras dans mon entreprise, parce que tu as toi aussi prêté serment. Voilà cela 10 ans, ici même, exactement là où nous sommes, sur cet embarcadère, à cette même personne, à Ciri, la petite fille de Calante, le lionceau de Sintra. Moi, Yennefer de Wengerberg, je considère Ciri comme ma fille. C'est pourquoi j'exige en son nom que tu sois fidèle à ton serment, Krachenkret, Jarl de Skellige. Qui ne tente rien à rien, on a envie de dire, mais pas sûr que ça passe. Après, c'est un homme de parole, donc pourquoi pas. Vraiment, s'assura une fois encore Krachenkret, tu ne veux même pas goûter à aucun de ces mets? Non, je t'assure. Le jarl n'insista pas. Bien décidé de son côté à profiter du repas, il prit un homard dans le saladier, le posa sur une planche et, à l'aide d'un hachoir, le fendit en deux, d'un coup puissant autant que précis. L'ayant abondamment aspergé de citron et de sauce à l'ail, il commença à manger la chair à l'intérieur de la coquille, avec ses doigts. Yennefer avait des manières plus distinguées. Elle utilisait un couteau et une fourchette en argent pour déguster sa côtelette d'agneau aux épinards, préparée spécialement pour elle et par le cuisinier, stupéfait et sans doute légèrement froissé. Car la magicienne n'avait envie ni d'huîtres, ni de moules, ni de saumon mariné dans son jus, ni de soupe de trigles et de coq, ni de queue de crapaud pêcheur à l'étouffer, ni de héron de mer rôti, ni de murènes frites, ni de pieuvres, ni de crabes, ni de homard, ni de hérissons de mer, et surtout pas d'algues fraîches. Tout ce qui de près ou de loin évoquait la mer était associé dans son esprit à Fringilla Vigo et Philippa Eilhart, avec cette téléportation totalement insensée et terriblement risquée qui lui avait valu d'atterrir en pleine mer, de boire la tasse, d'être prise dans un filet de pêche sur lequel, soit dit entre parenthèses, étaient agglutinées des algues, des goémons pareils à ceux qui étaient entassés en veux-tu en voilà dans le saladier, et finalement d'être battus à coups de rame en bois de pain. Ainsi, reprit Crash en suçant la chair entre les jointures des pattes cassées du homard, j'ai décidé de te faire confiance, Yennefer. Je ne le fais pas pour toi, néanmoins, sache-le. En raison du Bloodgas, le serment par le sang exigé par Calante, j'ai effectivement les mains liées. Si ton intention d'apporter ton aide à Ciri est réelle et sincère, et j'imagine qu'elle l'est, je n'ai pas d'autre choix. Je dois t'aider dans cette entreprise. Merci. Mais abandonne, s'il te plaît, ce ton pathétique. Je le répète, je n'ai pas pris part au complot sur Taned, crois-moi. Ce que je crois est-il réellement important? Fit le jarl perplexe. Il conviendrait plutôt de s'intéresser d'abord à ce que croient les rois et Dijkstra, dont les agents te traquent sans relâche à travers le monde, sans oublier Philippa Eilhart et les magiciennes, fidèles à leur roi, que tu as fui, comme tu l'as reconnu toi-même, pour venir ici à Skellige. C'est eux tous qu'il aurait fallu fournir les preuves. Je n'ai pas de preuves, l'interrompit-elle en picotant avec colère un chou de Bruxelles du bout de sa fourchette. Et même si j'en avais, on ne me permettrait pas de les présenter. Je ne peux pas t'expliquer. Je suis lié par une injonction de silence. Crois-moi quand même sur parole, Crash, je t'en prie. J'ai dit... Tu l'as dit, l'interrompit-elle. Tu as promis de m'apporter ton aide, et je t'en remercie. Mais tu ne crois toujours pas en mon innocence.
Fais-moi confiance. Crash jeta la carapace vide du homard et rapprocha le saladier de moule. Il se mit à fouiller bruyamment le récipient pour y trouver la plus grande. D'accord, accepta-t-il enfin. Mais je ne t'accorderai ni asile ni protection. Cela m'est impossible. Tu peux néanmoins quitter Skélidé quand tu le souhaites et te rendre où bon te semble. Mais à mon avis, le plus tôt sera le mieux. Tu es arrivé ici, si j'ose m'exprimer ainsi, sur les ailes de la magie. D'autres peuvent suivre ton exemple. Ils connaissent aussi la formule. Je ne cherche ni l'asile, ni une cachette sûre, Jarl. Je dois voler au secours de Ciri. Ciri, répéta-t-il pensif. Le lionceau, c'était une enfant étrange. Était. Pardon, s'écria-t-il, je me suis mal exprimé. J'ai dit était car ce n'est plus une enfant, c'est tout ce que je voulais dire, rien d'autre. Cyrilla, le lionceau de Cintra, elle en a passé des étés et des hivers à Skellige. Parfois, elle a fait de ses bêtises. C'était un petit diable, pas un lionceau, sacre bleu. Voilà que je parle de nouveau au passé. Yennefer, diverses rumeurs nous parviennent du continent. Certains racontent que Ciri n'est pas à Nilfgaard. C'est exact, elle n'y est pas. Les autres que la jeune fille est morte. Yennefer se taisait. Elle se mordait les lèvres. Mais je refute cette seconde rumeur, dit le jarl d'une voix dure. Ciri est en vie, j'en suis certain. Il n'y a eu aucun signe. Elle est en vie. Yennefer haussa les sourcils, mais ne posa pas de questions. Ils restèrent longtemps silencieux, à écouter le rugissement des vagues qui venaient heurter les rochers d'Arn Skellige. Yennefer, dit Crash après un instant de silence. D'autres nouvelles nous sont également parvenues. Je sais que ton sorceleur, qui s'était caché à Brokilon après le rififi sur Taned, a quitté la forêt dans l'intention de se rendre à Nilfgaard et de libérer Ciri. Je le répète, Ciri n'est pas à Nilfgaard. Ce qu'elle a l'intention de faire, mon sorceleur, comme tu as cru bon de l'appeler, je n'en sais rien, mais Crash, ce n'est pas un secret que j'éprouve pour lui de la sympathie. Mais je sais qu'il ne sauvera pas Ciri. Il n'atteindrait rien du tout, je le connais. Il va s'embourber, se perdre, il va commencer à philosopher et à se lamenter sur lui-même. Puis il se mettra en colère, en transperçant de son épée tout ce qui bouge. Ensuite, pour expier ses crimes, il réalisera un exploit, quelque chose de noble, mais qui sera totalement dénué de sens. Finalement, il se fera bêtement tuer, sans doute d'un coup dans le dos. Sympa, la vision qu'elle a de Gérald. On raconte, s'empressa d'intervenir Crash, effrayé par l'altération sinistre et l'étrange tremblement dans la voix de la magicienne, que Ciri lui est destinée. J'ai vu moi-même à l'époque à Cintra, pendant les fiançailles de Pavetta. La prédestination, l'interrompit brutalement Yennefer, peut être interprétée de diverses manières, de très diverses manières. Inutile de perdre du temps en divagation, je le répète. J'ignore ce qu'est l'intention de faire Gérald, si tant est qu'il ait l'intention de faire quoi que ce soit. Moi, je compte me mettre seul à l'ouvrage, avec mes méthodes, et de façon active, Crash, très active. Je n'ai pas pour habitude de rester assise et de pleurer en me tenant la tête entre les mains. J'agis, moi. Le jarl haussa les sourcils, mais ne dit rien. Je vais agir, répéta la magicienne. J'ai déjà réfléchi à un plan. Et toi, Crash, conformément au serment que tu as prêté, tu vas m'aider à le mettre en œuvre. Je suis prêt, annonça-t-il d'une voix ferme. À tout, mes dracars sont dans le port. Donne tes ordres, Yennefer. Elle ne put s'empêcher d'éclater de rire. Toujours le même, non, Crash. Aucune démonstration de bravoure et de virilité ne sera nécessaire. Il ne sera pas utile de voguer jusqu'au Nilfgaard et d'abattre à coups de hache les bâcles de la ville autour d'or. J'ai besoin d'une aide moins spectaculaire, mais plus concrète. Où en est l'état de tes caisses ? Pardon ? Jarl Crash and Crête. L'aide dont j'ai besoin est convertible en monnaie. Elle se mit au travail le lendemain, à l'aube. Dans les salles mises à la disposition de Yennefer, régna aussitôt une pagaille folle que le sénéchal Guthalf, qu'on avait adjoint à la magicienne, avait le plus grand mal à maîtriser. Les yeux rivés sur ses papiers, Yennefer était assise à une table.
Elle faisait des calculs, additionnait des colonnes, dressait des comptes qu'elle envoyait aussitôt au trésor et à la filiale insulaire de la banque de Cienfeli. Elle dessinait et crayonnait, et les dessins et les croquis se retrouvaient instantanément entre les mains des artistes, alchimistes, orfèvres, verriers, joailliers. Pendant un certain temps, tout se passa bien. Puis, les ennuis commencèrent. Je suis désolé, honorable magicienne, égurna lentement le sénéchal Guthalf, mais si je vous dis qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Nous vous avons donné tout ce que nous avions. Nous ne savons pas faire de miracles, ni de tours de magie, et je me permettrai de faire remarquer que les diamants exposés là-devant vous représentent une valeur totale. Qu'est-ce que j'en ai à faire de leur valeur totale, tonna-t-elle. Il ne m'en faut qu'un seul, mais qu'il soit suffisamment grand. Grand comment, maître? Le tailleur de diamants regarda une nouvelle fois le dessin. Pour un diamant de cette taille et avec autant de facettes, 30 carats, minimum. Une pierre de cette taille n'existe nulle part sur l'archipel tout entier, affirma Guthalf d'un ton catégorique. Faux, le contredit le joaillier. Elle existe. Comment vois-tu les choses, Yennefer? Demanda Crachenecret en fronçant les sourcils. Tu m'imagines envoyer des hommes armés pour prendre le temple d'assaut et le piller? Tu m'imagines menacer les prêtresses de ma colère si elles ne me donnent pas le brillant? C'est hors de question. Je ne suis pas particulièrement religieux, mais un temple est un temple. On ne peut pas traiter les prêtresses de la sorte. Si je dois leur demander quelque chose, je le ferai gentiment, en leur faisant comprendre à quel point c'est important pour moi et combien je leur en serai reconnaissant. En aucun cas, je ne leur donnerai un ordre. Il s'agira d'une demande, d'une humble supplique, à laquelle on peut répondre par la négative. En effet, mais ça ne coûte rien d'essayer. Qu'est-ce qu'on risque? Allons ensemble sur Indarschwald, présentons cette supplique. Je ferai comprendre aux prêtresses la raison de notre présence, et ensuite, tout reposera entre tes mains. Négocie, présente tes arguments, et c'est la corruption, flatte leur orgueil, appelle-en aux raisons supérieures, sois désespéré, pleure, sanglote, suscite la compassion. Par tous les diables et des mers, Yennefer, dois-je te donner des leçons? Tu te fatigues pour rien, Crash. Une magicienne ne pourra jamais s'entendre avec une prêtresse. Certaines divergences d'ordre idéologique sont trop marquées. Et pour ce qui est de permettre à une magicienne d'utiliser une sainte relique ou un artefact, non, à oublier, aucune chance. Pourquoi exactement as-tu besoin de ce brillant? Pour fabriquer une fenêtre, c'est-à-dire un mégascope de communication à distance. Je dois m'entendre avec certaines personnes. Grâce à la magie? S'il suffisait de monter au sommet de Kertrodel et de les appeler très fort, je n'aurais pas tant besoin de ton aide. Toujours sympathique cette Yennefer. Fidèle elle-même. Les mouettes et les pétrels tournoyaient au-dessus de la mer en paillant à tue-tête. Les huîtriers, pis à bec rouge, nichés sur les roches escarpées et les récifs de Indarschwald, craillaient effroyablement. Les fous de bassan à tête jaune graillaient et cacaderaient de leur voix rauque. Depuis le littoral, les cormorans huppés, au plumage noir et aux yeux verts luisants, observaient avec attention la barcasse qui passait au large. Ce grand rocher, suspendu au-dessus de l'eau, dit Crachenecret, appuyé sur la rambarde, c'est Keremdal, le beffroi d'Emdal. Emdal, c'est notre héros mythique. La légende dit que lorsque surviendra Ted Terderash, le temps de la faim, le temps du froid blanc et de la tourmente sauvage, Emdal affrontera les forces hostiles de la contrée de Morog, les fantômes, les démons et les spectres du chaos. Il se tiendra sur l'arc-en-ciel et fera retentir le corps pour prévenir son peuple que le temps est venu de saisir les armes et de former les rangs. Alors commencera Ragnarok. Prends l'argent! Prends l'argent! Merci beaucoup Pablo pour le sub. Merci à toi. Quatrième mois en plus. Tu commences à être pas mal. Merci beaucoup à toi pour le soutien depuis 4 mois, du coup merci énormément.
Et du coup, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois, que tu as passé une bonne semaine, que tu es en forme ce soir. Alors commencera Ragnarök, la dernière bataille, celle qui décidera si tombera la nuit ou pointera l'aube. La barcasse glissa adroitement sur les vagues pour pénétrer dans les eaux les plus calmes de la baie, entre le beffroi d'Emdal et un second rocher, aux formes toujours aussi fantasques. Le rocher plus petit, c'est Cambi, expliqua le jarl. Dans nos mythes, Cambi est un coq d'or magique qui, en poussant son cocorico, avertit Emdal de l'arrivée de Naglfar, le dracard des enfers qui transporte les armées des ténèbres, les démons et les spectres du Morog, qui est exclusivement constitué d'ongles de cadavres. Ah non, ok, j'avais un doute, mais c'est bien ça, il y a la suite. Tu ne devras sans doute pas le croire, Yennefer. Tant bien, parce que moi aussi je ne le croyais pas. Mais il se trouve encore des gens sur Skellige qui, avant une inhumation, arrachent les ongles des morts pour empêcher les fantômes de Morog de venir les récupérer. Du coup, c'est-à-dire que dans le jugement dernier, il y a des bateaux qui vont arriver avec des ongles de pied. Avec des ongles de pied dessus, ça perd un peu quand même tout son truc. C'est même un peu difficile, très content d'écouter la suite ce soir. Aïe. Et du coup oui, profite bien ce soir, repose-toi bien, et j'espère que c'était pas trop grave la semaine difficile, et que surtout ça ira mieux la semaine prochaine là qui arrive. Je le crois volontiers, je connais la force des légendes. Le fjord les protégeait un peu du vent. La voile claqua. Soufflez dans le corps, ordonna Crash à l'équipage. Nous approchons de la rive. Il faut faire savoir aux saintes femmes que des visiteurs arrivent. La bâtisse, située tout en haut d'un grand escalier de pierre, avait l'air d'un gigantesque hérisson, tant elle était envahie de mousse, de lierre et de buissons. Sur le toit, comme le constata Yennefer, poussaient non seulement des buissons, mais aussi des petits arbustes. Voici le temple, confirma Crash. Le bois qui l'entoure s'appelle Indar. C'est aussi un lieu de culte. C'est ici qu'on cueille le Singui. Sur Skellige, comme tu le sais, tout est garni et orné d'aiguilles. Des berceaux des nouveau-nés aux tombes des défunts. Fais attention, les marches sont couvertes de mousse. La religion est un terrain glissant. On adore l'humour. Attends, je vais te tenir par le bras. Toujours le même parfum, Yéna. Crash, je t'en prie. Adieu panier, vendanges sont faites. Pardon, allons-y. Plusieurs prêtresses, jeunes et silencieuses, attendaient devant le temple. Le jarl les salua avec amabilité, puis exprima le souhait de discuter avec leur supérieur, qu'il appela Modron Stigrifa. Ils pénétrèrent à l'intérieur, qui était illuminé de colonnes de lumière provenant de vitraux haut placés. L'une de ces colonnes éclairait l'autel. Par les 100 diables des mers, marmonna Crashenkret, j'avais oublié comment il était grand, ce Brinkzeman. J'étais tout petit la dernière fois que je suis venu ici. Avec ça, on pourrait sans doute acheter tous les chantiers navals de Sidaris, non seulement les ouvriers, mais aussi la production annuelle. Le jarl exagérait, mais pas tant que ça. Au-dessus du modeste autel en marbre, sur lequel étaient posées des sculptures de chats et de faucons, et la bassine destinée à recevoir les offrandes votives, dominait la statue du Modron Freya, la grande mère. Figée dans une posture toute maternelle, elle était vêtue d'amples vêtements qui trahissaient une grossesse exagérément soulignée par le sculpteur. Elle avait la tête inclinée et son visage était masqué par un foulard. Au-dessus des mains croisées de la déesse scintillait un brillant serti dans un collier d'or, couleur azur chair, comme une eau très pure. Il était énorme. Il devait bien faire 150 carats. On n'aurait même pas besoin de le tailler, murmura Yennefer. Il a exactement la forme qu'il me faut. Ses facettes sont idéales pour la diffraction de lumière.
Cela signifie que nous avons de la chance. J'en doute. Dans un instant vont apparaître les prêtresses et moi, en tant qu'impie, je serai honni et jeté hors d'ici. Tu n'exagérerais pas un peu? Pas le moins du monde. Bienvenue, Jarl au temple de la mer. Bienvenue à toi aussi, dame Yennefer de Wengerberg. Krachenkret s'inclina. Je te salue, vénérable mère Sgrigifa. La prêtresse était grande, presque aussi grande que le Jarl, ce qui fait qu'elle dominait Yennefer d'une tête. Elle avait des cheveux et des yeux clairs, et un visage allongé, aux traits preux féminins. Je l'ai déjà vu quelque part, se dit Yennefer, récemment. Mais où était-ce donc? Sur les marches de Caer Trodel, qui mènent au port, dit en souriant la prêtresse comme s'il avait lu dans les pensées de la magicienne. Lorsque les dracars arrivaient du Sund, je me trouvais près de toi lorsque tu as secouru une femme enceinte qui s'apprêtait à faire une fausse couche. Tu t'es agenouillé près d'elle sans te soucier d'abîmer ta robe dont le camelin avait pourtant dû coûter fort cher. Désormais, je ne prêterai plus l'oreille à ce qu'on... Désormais, je ne prêterai plus l'oreille à ce qu'on raconte sur la prétendue insensibilité des magiciennes. Yennefer tout sauta, baissa la tête en guise de salut. Tu te trouves devant l'autel de la mer, Yennefer. Que sa grâce redescende sur toi. Vénérable mère, je voudrais te demander humblement... Ne dis rien. Jarl, tu es sans doute très occupé. Laisse-nous seuls ici, à Indarchfall. Nous parviendrons à nous entendre. Nous sommes des femmes. Peu importe le métier que nous exerçons et qui nous sommes. Nous servons toujours celle qui est à la fois la Vierge, la mère et la vieille femme. Agenouille-toi près de moi, Yennefer. Baisse la tête devant la mer. Enlever le brise-gamen du cou de la déesse, répéta Sirgrifa. Il y avait dans sa voix de l'incrédulité plutôt qu'une sainte indignation. Non, Yennefer, c'est tout bonnement impossible. La question n'est pas tant que je n'oserais pas, même si je n'y risquais pas, il me serait impossible d'enlever le brise-gamen. Le collier n'a pas de fermoir. Il est définitivement scellé à la statue. Yennefer qui va dire, péter la statue, je suis sûr. Yennefer resta longtemps silencieuse, jugeant tranquillement la prêtresse du regard. Si j'avais su, dit-elle froidement, j'aurais immédiatement repris la mer avec le Jarl pour Arnskellig. Pour autant, je ne considère pas le moins du monde que j'ai perdu mon temps en discutant avec toi. Mais le fait est que je n'en ai pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Je le reconnais, j'ai été un peu trompé par ta bienveillance et ta sincérité. Je suis bienveillante à ton égard, l'interrompit Sirgrifa sans se laisser émouvoir. Et je soutiens également tes plans, de tout mon cœur. Je connaissais Ciri, j'ai aimé cet enfant. Son sort me touche. J'admire la détermination avec laquelle tu veux aller au secours de cette jeune fille. J'exaucerai chacun de tes vœux, mais je ne toucherai pas au Brisinghamen, Yennefer. Ne me demande pas ça. Sirgrifa, pour voler au secours de Ciri, je dois impérativement recueillir certaines informations. Sans elles, je suis impuissante. Or, je ne peux obtenir ces renseignements qu'en établissant une communication à distance. Pour ce faire, je dois construire, en m'aidant de la magie, un artefact, un mégascope. Un engin du même genre que votre célèbre boule de cristal, beaucoup plus compliqué. La boule de cristal permet uniquement de communiquer avec une autre boule en corrélation. Même une banque locale en possède une pour communiquer avec la banque centrale. Un mégascope offre davantage de possibilités. Mais à quoi bon théoriser? Sans le brillant, je ne peux rien faire. Il ne me reste plus qu'à te dire au revoir. Ne sois pas si pressé. Sirgrifa se leva, traversa la nef et s'arrêta devant l'autel dominé par la statue de Modron Freya. La déesse, dit-elle, est aussi la sainte patronne des divinatrices, des voyantes, des télépathes. En témoignent ces saints animaux, le chat, qui entend et voit ce qui est caché, et le faucon, qui voit de haut. En témoigne aussi son bijou, le Brisinghamen, le collier de la clairvoyance. Pourquoi construire des engins qui regardent et entendent, Yennefer? Ne serait-il pas plus simple de demander directement de l'aide à la déesse? Vu le karma qu'elle a, Yennefer, ça va évidemment réussir.
bois juste de l'eau 2 secondes parce que la gorge est sèche. Se souvenant qu'elle était dans un lieu de culte, Yennefer ravala son juron de justesse. L'heure de la prière du soir approche, reprit Sigdrifa. En compagnie des autres prêtresses, je vais me consacrer à la méditation. Je vais prier la déesse d'Edessiri. Cet enfant est venu dans ce temple plus d'une fois, et plus d'une fois, elle a regardé le Brisingamen au cou de la Grande Mère. Sacrifie encore 1 heure ou 2 de ton temps précieux, Yennefer. Reste ici, avec nous, le temps des prières. Assiste-moi lorsque je prierai, par ta pensée et ta présence. Sigdrifa, je t'en prie, fais-le pour moi et pour Ciri. Le collier de Brisingamen, au cou de la déesse. Yennefer réprima un bâillement. Si au moins il y avait des chants, songea-t-elle, des incantations, des mystères, un folklore mystique, ce serait moins ennuyeux, je ne serais pas aussi gagné par le sommeil. Mais elle se contente de rester, agenouillée, tête baissée, sans faire un geste, sans un bruit. Cela dit, elles peuvent agir, quand elles le veulent, avec force, parfois aussi bien que nous les magiciennes. Comment font-elles? Ça a toujours été une énigme. Aucune préparation, aucun savoir, aucune étude, rien que la prière et la méditation. Serait-elle dotée du pouvoir de divination? Pratiquerait-elle une sorte d'autophypnose? C'était en tout cas ce qu'affirmait Tissaia de Vries. Elles puisent l'énergie sans en avoir conscience quand elles sont en transe. Elles acquièrent la capacité de la transformer comme nous-mêmes nous le faisons, à travers nos incantations, mais elles considèrent cette transformation comme une grâce et un don divin. Elles tirent leur force de leur foi. Pourquoi nous, les magiciennes, nous ne sommes jamais parvenus à quelque chose de semblable? Peut-être pourrais-je essayer, profiter de l'atmosphère et de l'aura de cet endroit. Je pourrais très bien, moi aussi, entrer en transe, ne serait-ce qu'en regardant ce brillant Brisingamen, en pensant fortement à la façon dont il remplirait parfaitement son rôle dans mon mégascope. Brisingamen, il brille comme l'étoile du berger, là-bas, dans l'obscurité, dans la fumée de l'encens et des bougies. Yennefer, elle redressa la tête. Il faisait sombre dans le temple. Une forte odeur de fumée avait envahi les lieux. Je me suis endormi? Pardonne-moi, il n'y a rien à pardonner. Viens avec moi. Dehors, c'était la nuit, mais le ciel scintillait d'une lumière clignotante, mouvante, comme dans un kaléidoscope. Une aurore polaire? Yennefer se frotta les yeux, stupéfaite. Aurora borealis en août? Qu'es-tu prêt à sacrifier, Yennefer? Pardon? Es-tu prête à te sacrifier toi-même, toi et ton inestimable magie? Sigdrifa, dit-elle avec colère, n'essaie pas ce genre de tour avec moi. J'ai 94 ans, mais je t'en prie, traite cela comme un secret de confession. Et si je t'ai fait cet aveu, c'est uniquement pour que tu comprennes que j'ai passé l'âge d'être traité comme une enfant. Tu n'as pas répondu à ma question. Et je n'en ai pas l'intention, parce que c'est un mysticisme que je refuse. Je me suis endormi pendant votre office, parce qu'il m'a fatigué et ennuyé, parce que je ne crois pas en ta déesse. Sigdrifa se retourna, et Yennefer ne put s'empêcher d'inspirer profondément. Ton incrédulité n'est guère flatteuse, dit la femme aux yeux d'or, mais après tout, quelle importance? Yennefer, comme paralysée, parvint seulement à expirer. Le temps viendra, déclara la femme aux yeux d'or, où plus personne, pas même les enfants, ne croira aux sorcières. Je te dis cela par pure méchanceté, à titre de revanche. Allons. Non, répliqua enfin Yennefer. Elle avait réussi à mettre un terme à ses inspirations et expirations incontrôlées. Non, je n'irai nulle part, ça suffit.
C'est un envoûtement ou de l'hypnose, une illusion, des transes, mais je possède un solide mécanisme de défense. Je peux dissiper ton sortilège d'une seule formule, tiens, comme ça par la peste. La femme aux yeux d'or s'approcha davantage. Le diamant de son collier brillait comme l'étoile du berger. Peu à peu, votre langage a cessé d'être au service du sens, poursuivit-elle. Il est devenu un art en soi, que vous jugez d'autant plus profond et intelligent qu'il est incompréhensible. En vérité, je vous préférerais quand vous ne saviez qu'articuler des onomatopées dénuées de sens. Viens. C'est une illusion, une transe, je n'irai nulle part. Je ne veux pas te forcer, ce serait une honte. Tu es pourtant une fille intelligente et fière. Tu as du caractère. Une plaine, une mer d'herbe, une lande de bruyère, un roc se dressant hors des bruyères, tel le bec d'un oiseau de proie à l'enfui. Tu désires mon bijou, Yennefer? Je ne puis te le donner sans m'assurer auparavant de certaines choses. Je vais vérifier ce qui est ancré en toi. C'est pourquoi je t'ai amené jusqu'à cet endroit qui, depuis des temps immémoriaux, est le lieu de la force et de la puissance. Ton inestimable magie est partout, paraît-il. Il te suffit d'étendre la main. Peux-tu le faire sans crainte? Aucun son ne pouvait sortir de la gorge serrée de Yennefer. La force est capable de changer le monde, dit la femme dont il était interdit de prononcer le nom. Selon toi, elle serait le chaos, un art et une science, autrement dit, une malédiction, une bénédiction et un progrès tout à la fois. Et ne serait-elle pas, par hasard, la foi, l'amour et le sacrifice? Entends-tu, Cambi, le cocric. La vague vient heurter la rive, poussée par le bec de Naglfar. Heimdall fait résonner son corps. Il fait face aux ennemis, debout sur l'arc-en-ciel de Bifrost. Il chasse le froid blanc. Il chasse le vent et la tourmente. Les mouvements violents de la viour font trembler la terre. Le loup dévore le soleil. La lune s'adoucit. Ne reste plus que le froid et les ténèbres, la haine, la vengeance et le sang. De quel côté te placeras-tu, Yennefer? À l'est ou à l'ouest de Bifrost? Seras-tu avec Heimdall ou contre lui? Cambi, le cocric? Décide-toi, Yennefer, choisis, car c'est bien pour cela qu'on t'a jadis rendu la vie, pour qu'au moment opportun, tu puisses faire un choix. Choisiras-tu la lumière ou les ténèbres? Le bien ou le mal, la lumière et les ténèbres, l'ordre et le chaos, ce ne sont que des symboles, une telle opposition n'existe pas dans la réalité. La lumière et l'obscurité sont en chacun de nous. Cette conversation n'a aucun sens, aucun. Je ne me convertirai pas au mysticisme. Pour toi et pour Sigdrifa, c'est le loup qui dévore le soleil. Pour moi, il s'agit d'une ellipse, et qu'il en soit ainsi. Que veux-tu dire par ainsi? Yennefer sentit soudain la terre se dérober sous ses pieds. Une force monstrueuse lui tordre le bras. Elle sentit craquer les articulations de ses épaules et de ses coudes. Puis, un tiraillement au niveau des vertèbres. Elle hurla de douleur, se débattit, ouvrit les yeux. Non, ce n'était pas un rêve. Ce ne pouvait être un rêve. Elle était dans un arbre, suspendue, bras écartés, à la branche d'un frêne. Très haut, au-dessus d'elle, tournoyait un faucon. En bas, dans l'obscurité, un serpent sifflait, faisant brouiller ses écailles en frottant ses anneaux, les uns contre les autres. Quelque chose remua à côté d'elle. Sur son bras tendu et douloureux, trottinait un écureuil. « Es-tu prête au sacrifice » demanda l'écureuil. « Qu'es-tu prête à sacrifier ?»« Je n'ai rien, répondit-elle, paralysée et aveuglée par la douleur. Et même si j'avais quelque chose, je ne crois pas au sens d'un tel sacrifice. Je ne veux pas souffrir même pour des millions. Je ne veux pas souffrir du tout, ni à la place de quelqu'un ni pour personne. Personne ne veut souffrir, et c'est pourtant le lot de chacun. Certains souffrent même davantage que d'autres. Pas forcément par choix. La question n'est pas de savoir si l'on supportera la souffrance, mais comment on la supportera. Janka, ma petite Janka, ôte ce monstre bossu de ma vue, je ne veux pas le voir. C'est ta fille, autant que la mienne. Vraiment, les enfants que j'ai engendrés sont normaux. Comment oses-tu suggérer? C'est dans ta famille d'elfes qu'ils avaient des magiciennes. C'est toi qui as interrompu ta première grossesse. Voilà la cause de tout.
Ton ventre et ton sang elfique sont contaminés, femme. Voilà pourquoi tu enfantes des monstres. C'est une enfant malheureuse. Telle était la volonté des dieux. C'est ta fille autant que la mienne. Qu'aurais-je dû faire? L'étouffer? Ne pas nouer le cordon ombilical? Que dois-je faire maintenant? L'emmener dans la forêt et l'y abandonner? Qu'attends-tu de moi par les dieux? Papa, maman! Va-t'en, monstre! Comment oses-tu? Comment oses-tu battre une enfant? Arrête! Où vas-tu? Où? Chez elle, c'est ça? Eh bien oui, femme, je suis un homme. J'ai le droit d'apaiser mon désir quand je le veux et où je le veux. Quant à toi, tu me dégoûtes. Toi et le fruit de ton ventre dégénéré. Ne m'attends pas pour souper. Je ne rentrerai pas cette nuit. Maman, pourquoi pleures-tu? Et toi, pourquoi me bats-tu? Pourquoi me repousses-tu? J'ai été sage pourtant. Maman, ma petite maman. Es-tu capable de pardonner? J'ai pardonné depuis longtemps. Après t'être auparavant repu de ta vengeance? Oui. Le regrettes-tu? Non. Une douleur affreuse irradait les mains de ses doigts brisés. Oui, je suis coupable. C'est ce que tu voulais entendre? Tu voulais entendre Yennefer de Wengerberg avouer ses fautes et l'avoir humilié? Quoi d'autre? Que je me repente? Non, je ne te ferai pas ce plaisir. Je reconnais ma faute et j'attends mon châtiment, mais toi, tu peux toujours attendre mon repentir. La douleur avait atteint les limites de ce qu'un être humain était capable de supporter. Tu rappelles à mon souvenir tous ceux que j'ai trahis, trompés, abusés, ceux qui sont morts à cause de moi ou de ma propre main. Tu m'en fais le reproche, quoi? Vas-tu aussi me reprocher d'avoir un jour attenté à ma propre vie? Il faut croire que j'avais mes raisons, et je ne regrette rien. Même si je pouvais remonter le temps, je ne changerais rien. Le faucon s'en pesa sur son épaule. La tour de l'hirondelle, la tour de l'hirondelle, hâte-toi vers la tour de l'hirondelle, ma petite fille. Cambi, le coq coquerique. Ciri galope sur sa jument Morelle, ses cheveux gris emmêlés par le vent. Du sang gicle et coule de son visage. D'un rouge criard vif, la jument s'envole tel un oiseau, glissant élégamment sur la poutre de la porte de la ville. Ciri vacille sur sa selle, mais ne tombe pas. Ciri au milieu de la nuit. Ciri, la main levée dans un désert de sable et de pierre, de sa main s'échappe une boule de lumière. Une licorne fouille la pierraille de son sabot. Un groupe de licornes, le feu. Le feu. Gérald sur un pont, au milieu d'une bataille, d'un incendie, les flammes se reflètent sur la lame de son épée. Fringilla Vigo, ses yeux verts écarquillés de plaisir, sa petite tête reposant sur un livre ouvert, un frontispice, une partie du titre est visible, note sur la mort inéluctable. Dans les yeux de Fringilla se reflètent ceux de Gérald, un gouffre, de la fumée, des marches qu'il faut descendre. Quelque chose se termine, tête d'Eridad se profile, le temps de la fin. L'obscurité, l'humidité, le froid épouvantable des murs de pierre. Le contact froid du métal autour des poignets des chevilles, la douleur lancinante dans les mains brisées, dans les doigts broyés. Ciri la tient par la main. Un corridor long, sombre, des colonnes de pierre, des statues peut-être, l'obscurité. Des murmures légers comme le souffle du vent. Des portes, une infinité de portes aux lourds vantaux qui s'ouvrent sans bruit devant elle. Et au fond, dans l'obscurité impénétrable, une porte qui ne s'ouvrira pas toute seule, qu'il est interdit d'ouvrir. Si tu as peur, fais demi-tour. Il est interdit d'ouvrir cette porte, tu le sais. Je sais. Et pourtant, c'est là-bas que tu me conduis. Si tu as peur, fais demi-tour. Il est encore temps de rebrousser chemin. Et toi? Pour moi, il est trop tard. Le coq Cambi chante. Tête d'Erida est là. Aurora Borealis. Le jour se lève. Yennefer, réveille-toi. La magicienne releva la tête et regarda ses mains. Elles étaient toutes deux intactes. Sigdrifa, je me suis endormie. Viens. Où ça, murmura-t-elle. Où m'emmènes-tu cette fois? Pardon?
Je ne comprends pas de quoi tu parles, viens. Tu dois voir ça. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Aucune d'entre nous sait comment l'expliquer, mais moi je crois deviner. La grâce. La grâce de la déesse est retombée sur toi, Yennefer. Ce qui voudrait donc dire que tout ça n'était que des projections de la déesse. Intéressant, intéressant. De quoi s'agit-il, Sigdrifa? Regarde. Elle regarda et poussa un profond soupir. Le Brisingamen, le saint collier de Modron Freya, n'était plus suspendu autour du cou de la déesse. Il était à terre, au pied de la magicienne. Ai-je bien entendu? Demanda Krachenkret. Tu déménages avec tout ton attirail magique sur Indarsfall. Les prêtresses sont d'accord pour mettre le saint brillant à ta disposition. Elles vont te permettre de l'utiliser dans ta machine infernale? Oui. Eh bien, dis-moi Yennefer, ne serais-tu pas converti par hasard? Que s'est-il passé là-bas sur l'île? Ce n'est pas important. Je retourne au temple, voilà tout. Et les moyens financiers que tu m'as demandé, tu en auras besoin? Plutôt oui. Le sénéchal Guthalf obéira à chacune de tes demandes. Mais je t'en prie Yennefer, fais vite, hâte-toi. J'ai reçu d'autres nouvelles. Par la peste, c'est ce que je craignais. Ils savent déjà où je suis? Non, ils ne le savent pas encore, mais on m'a prévenu que tu risquais de faire ton apparition à Skellige, et on m'a recommandé de t'emprisonner aussitôt. On m'a conseillé également de prévoir des expéditions et de faire des prisonniers pour leur soutirer des informations, ne serait-ce que des bribes d'informations te concernant, sur ta présence à Nilfgaard ou dans ces provinces. Yennefer, hâte-toi. S'il retrouvait ta trace et se présentait ici à Skellige, je me trouverais dans une situation quelque peu embarrassante. Je ferai tout mon possible, et je veillerai également à ne pas te compromettre, ne crains rien. Crash sourit en découvrant ses dents. J'ai dit que la situation serait quelque peu embarrassante, rien de plus. Je n'ai pas peur d'eux, ni des rois, ni des magiciens. Ils ne peuvent rien me faire parce qu'ils ont besoin de moi. Et pour ce qui est de te fournir mon aide, j'y étais obligé en tant que feudataire ayant prêté serment de fidélité à Cintra. Oui, tu as bien entendu. Officiellement, je suis toujours un vassal de la couronne de Cintra, et Syria est officiellement en droit de prétendre à la couronne. Par conséquent, en ta qualité de représentante et d'unique protectrice de Cyrilla, tu as officiellement le droit de me donner des ordres, d'exiger de moi obéissance et servitude. Sophisme de Casuite. Pas du tout, répliqua-t-il en éclatant de rire. Je le crierais moi-même haut et fort s'il apparaissait en fin de compte qu'Emir Var Embris ait contraint la jeune fille au mariage, ou bien si Ciri venait à être dépossédée de son droit au trône au moyen de je ne sais quelle finasserie juridique et qu'on y plaçait quelqu'un d'autre à sa place, à commencer par exemple par ce nigo de Visgard. Alors, je révélerai sans tarder mon serment de fidélité en tant que vassal de Cintra. Et s'il se révélait que Ciri n'est plus en vie, glissa Yennefer en clignant des yeux. Elle est en vie, répliqua Crash d'un ton catégorique, je le sais. Comment? Tu ne voudras pas le croire. Et c'est toujours. Le sang des reines de Cintra, commença le jarl, est étrangement lié à la mer. Lorsque l'une d'elles meurt, la mer est prise d'une véritable démence. On raconte qu'Artskellig pleure les filles de Rhiannon. La tempête est alors si violente que les vagues en provenance de l'est, se feraient un chemin à travers les crevasses et les grottes du côté ouest des îles et que des petits rues salées jaillissent des falaises. L'île tout entière frémit. Voici Ardskellig qui sanglote, gémissent les gens simples. Quelqu'un d'autre est mort. Le sang de Rhiannon a été versé, le sang ancien. Yennefer se taisait. Ce n'est pas une fable, reprit Krachenkret. Je l'ai moi-même vu de mes propres yeux, à 3 reprises. Après la mort d'Adalia, la voyante, après celle de Calanthe, et celle de Pavetta, la mère de Ciri. Pavetta, intervint Yennefer, est morte justement pendant une tempête. Il est donc difficile d'affirmer. Pavetta, l'interrompit Crash, toujours songeur, n'est pas morte dans une tempête. Celle-ci a commencé après sa mort. Comme chaque fois, la mère a réagi suite à la disparition d'une héritière de Cintra. J'ai étudié cette affaire suffisamment longtemps pour être sûr de mon fait. C'est-à-dire, le bateau sur lequel voyageaient Pavetta et Duny a sombré dans les célèbres abysses de Sedna. Ce n'était pas le premier bateau à disparaître de la sorte, tu le sais sûrement. Fable que tout cela, les bateaux sont parfois victimes de catastrophes, c'est une chose naturelle. Sur Skellige,
l'interrompit Crash d'un ton sec. Nous en savons suffisamment sur les bateaux et la navigation pour faire la différence entre les catastrophes naturelles et celles qui ne le sont pas. Dans les abysses de Sedna, les bateaux ne disparaissent pas de manière naturelle, ni par hasard. C'est ce qui s'est passé avec le bateau de Pavetta et de Duny. Admettons, soupira la magicienne. Quelle importance de toute façon. Cela s'est passé il y a près de 15 ans. Pour moi c'est important, dit le Jarl, les lèvres serrées. Je tirerai cette affaire au clair. C'est simplement une question de temps. Je trouverai les explications à toutes les énigmes, y compris à celle concernant le massacre de Cintra. Quelle est donc cette nouvelle énigme? Quand les Nilfgaardiens ont pénétré dans Cintra, marmotta-t-il en regardant par la fenêtre, Kellant a ordonné qu'on emmène secrètement Ciri hors de la cité. La ville était déjà en feu, les Noirs étaient partout, les chances de leur échapper étaient nulles. Au vu des risques, on a déconseillé à la reine de mettre son plan d'exécution et suggéré que Ciri capitule officiellement devant le hetman de Nilfgaard. De cette manière, elle sauverait sa tête et l'état de Cintra. En revanche, si elle s'enfuyait dans les rues de Flamme, elle serait à coup sûr bêtement massacrée par la canaille soldatesque. Mais la lionne, sais-tu ce qu'elle a dit d'après les témoins de la scène? Non. Mieux vaut que le sang de la jeune fille se répande sur les pavés de Cintra plutôt que d'être souillé. Souillé par quoi? Par un mariage avec l'empereur Émir, par une union avec une infâme Nilfgaardien. Écoute, Crash, il est tard. Demain à l'aube, je me mets au travail. Je te tiendrai informé de mes progrès. J'y compte bien. Bonne nuit, là. Quoi, Crash? Est-ce que tu n'aurais pas envie de... Non, Jarl. Adieu panier, vendanges sont faites. Bonne nuit. Oh là là. C'est des beaufs quand même. À penser tout le temps à ça. Voyez-vous ça? Crash Encret observait l'hôte qui inclinait la tête devant lui. Triss Merigold, en personne. Quelle robe magnifique. Et cette fourrure? C'est du chinchilla, n'est-ce pas? Je te demanderais bien ce qui t'amène sur Skellige, mais je le sais déjà. Parfait. Triss lui adressait un sourire charmeur, arrangeant ses magnifiques cheveux châtains. Nous allons ainsi pouvoir laisser de côté les préambules et entrer directement dans le vif du sujet. Quel sujet? Crash croisa les mains sur sa poitrine et jaugea la magicienne d'un regard froid. De quoi veux-tu parler? Quelle explication attends-tu donc? Au nom de qui es-tu là, Triss? Qui représentes-tu? En guise de remerciement, ton roi Foltest t'a banni de son royaume. Alors que tu n'étais en rien coupable, il t'a chassé de tes mairies. D'après ce que j'ai entendu, Philippe Eilhart, qui partage actuellement l'exercice du pouvoir avec Dijkstra, t'a pris sous son aile et accordé l'asile. Je constate que tu témoignes de ton mieux ta reconnaissance pour son asile. Tu n'hésites même pas à assumer le rôle d'agent pour retrouver les traces de ton ancien ami. Tu me blesses, Jarl. Je te demande humblement pardon si je me suis trompé, mais est-ce le cas? Ils gardèrent longtemps le silence, se mesurant du regard avec méfiance. Finalement, Triss poussa un juron, tapa du pied. Ah, au diable! Cessons de jouer au chat et à la souris. Quelle importance cela a-t-il à présent de savoir qui sert qui tient à qui fait confiance à qui, et pour quelle raison? Yennefer est morte. On ne sait toujours pas où se trouve Ciri, ni qui la détient prisonnière. Quel intérêt de jouer aux devinettes? Je ne suis pas venu ici en tant qu'espionne Crash. Je suis venu ici de mon propre chef, à titre privé, car je me soucie du sort de Ciri. Tout le monde s'inquiète pour Ciri. La jeune fille a de la chance. Les yeux de Triss lancèrent des éclairs. Je ne m'angosserai pas, surtout à ta place. Pardon. Ils se turent, les yeux tournés vers la fenêtre, tandis que le soleil rougeoyant se couchait derrière les sommets boisés de Spikeroog. Triss Merigold, je t'écoute, Jarl. Je t'invite à dîner. À ce propos, mon cuisinier m'a chargé de te demander si toutes les magiciennes dédaignaient les fruits de miel bien accommodés. Triss ne dédaignait pas les fruits de mer. Au contraire, elle en avait mangé 2 fois plus que prévu. Elle commençait à présent à craindre pour sa taille, ces 22 pouces dont elle était si fière. Elle décida de faciliter sa digestion
En prenant un peu d'Est-Est, le célèbre vin blanc de Toussaint. Imitant Crash, elle but dans une corne. Ainsi commença-t-elle. Yennefer est apparu ici le 19 août, en tombant du ciel de manière spectaculaire, avant d'atterrir dans un filet de pêcheurs. Toi, en tant que fidèle vassal de Cintra, tu lui as accordé l'asile, tu l'as aidé à construire un mégascope, bien entendu, tu ne sais pas à qui elle a parlé, ni de quoi. Crachencred porta sa corne à ses lèvres, but une longue rasade et faillit avoir un renvoi. Non, je ne sais pas, dit-il en souriant d'un air finaud. Je n'en sais rien. Qu'en moment un simple marin, pourrais-je savoir quoi que ce soit des entreprises de puissantes magiciennes. Sigdrifa, la prêtresse du temple de Mordonfria, baissa la tête bien bas, comme si la question de Crachencred l'avait écrasée d'un poids de 1000 livres. Elle m'a fait confiance, Jarl, marmonna-t-elle d'une voix à peine audible. Elle ne m'a pas fait jurer le silence, mais elle comptait de toute évidence sur ma discrétion. Je ne sais vraiment pas si... Modron Sigdrifa, l'interrompit Crachencred, la mine grave. Ce que je te demande, ce n'est pas une dénonciation. Tout comme toi, je soutiens Yennefer et je souhaite qu'elle retrouve et sauve Ciri. J'ai pris le serment de Blodegas, le serment du sang. Pour en revenir à Yennefer, je suis inquiet pour elle. C'est une femme extrêmement fière. Même si elle prend de grands risques, elle ne s'abaissera pas à demander de l'aide. Par conséquent, il me faudra peut-être me hâter à son secours contre son gré. Pour pouvoir le faire, j'ai besoin d'informations. Sigdrifa se racla la gorge. Elle avait le regard perdu dans le vague. Et lorsqu'elle se mit à parler, sa voix tremblait légèrement. Elle a construit sa machine, qui en réalité n'en est pas vraiment une. Il n'y a là aucun mécanisme, juste 2 miroirs, un rideau de velours noir, un coffre, 2 lentilles, 4 lampes et bien sûr le Brinzigamen. Lorsqu'elle prononce la formule, la lumière des 2 lampes... Laissons tomber les détails. Avec qui a-t-elle communiqué? Elle a parlé avec plusieurs personnages. Des magiciennes, Jarl. Je n'ai pas tout entendu. Parmi ces gens se trouvaient des personnes vraiment maîtrisables. Pas une ne voulait lui apporter une aide désintéressée. Elles exigeaient de l'argent. Toutes ont exigé de l'argent. Je sais, marmonna Crash. La banque m'a informé des virements qu'elle a effectués. Ah, on peut dire qu'elle m'aura coûté les yeux de la tête, mon serment. Mais l'argent, c'est un bien acquis. Ce que j'ai donné pour Yennefer et Ciri, je le récupérerai sur les provinces nilfgaardiennes. Mais poursuis, mère Sigdrifa. Avec certaines, reprit la prêtresse en baissant la tête, Yennefer a tout simplement fait appel au chantage. Elle leur a donné à comprendre qu'elle était en possession d'informations compromettantes et qu'elle les divulguerait au monde entier si elle refusait de collaborer. Jarl, c'est une femme intelligente et bonne en somme, mais elle n'a aucun scrupule. Elle est intransigeante et impitoyable. Ça, en l'occurrence, je le savais déjà. En revanche, je ne veux pas connaître les détails des transactions et je te conseille de les oublier au plus vite. Ce sont des informations dangereuses. Les tiers ne devraient pas jouer avec ce feu-là. Je le sais, Jarl. À toi, je dois obéissance, et je crois que les objectifs que tu poursuis justifient les moyens que tu mets en œuvre. Personne d'autre n'apprendra quoi que ce soit de ma bouche, ni un ami au cours d'une conversation amicale, ni un ennemi par la torture. Bien, Modron Sigdrifa, très bien. Sur quoi portaient les questions de Yennefer? Tu t'en souviens? Je n'ai pas tout saisi, Jarl. Elles utilisaient un jargon difficile à comprendre. Il était souvent question d'un certain... Vilgefort. Au contraire, m'aurait étonné. Crash grinça des dents. La prêtresse lui lança un regard apeuré. Il a été aussi beaucoup question des elfes et des érudits, reprit-elle, et de portails magiques. Les abysses de Sedna ont également été cités, mais il était principalement question, me semble-t-il, d'une tour. D'une tour, oui, et même de 2 tours. La tour de la Mouette et la tour de l'Hirondelle. C'est bien ce que je pensais, dit Triss. Yennefer a commencé par se procurer le rapport secret de la commission Radcliffe, chargée d'étudier l'affaire des incidents sur Thanedd. J'ignore quelles nouvelles de tout ça sont parvenues jusqu'ici à Skellige. As-tu entendu parler des téléportations depuis la tour de la Mouette et de la commission Radcliffe? Crachencred jeta un coup d'œil méfiant à la magicienne. Ici, sur les îles, répondit-il en faisant les grimaces, ni la politique ni la culture n'arrivent jusqu'à nous. Nous sommes un pays sous-développé. La commission Radcliffe, reprit Triss,
jugeant préférable d'ignorer le ton et la mine ironique du jarl, a analysé minutieusement les traces de téléportation en provenance de Thanedd. Tant qu'il existait, le portail de Tor Lara, qui se trouve sur Thanedd, annihilait sur une grande distance toute possibilité de téléportation. Mais comme tu le sais très probablement, la tour de la mouette a explosé et s'est effondrée, rendant la téléportation possible. C'est de cette façon que la majorité des protagonistes des incidents de Thanedd ont pu quitter l'île. Effectivement, dit le jarl en souriant, à commencer par toi, qui t'a envolé directement pour Brokilon avec le sorceleur sous le dos. Voyez-vous ça, fit Triss en le regardant dans les yeux. La politique et la culture ne parviennent peut-être pas jusqu'ici, mais les ragots en revanche. Enfin, laissons cela pour l'instant, et revenons-en aux travaux de la commission Radcliffe. Sa mission était d'établir de manière précise qui s'était téléporté de Thanedd et dans quelle direction. On utilisa des synopsis, comme on les appelle, des sortilèges capables de recréer les images des événements passés. Il fut alors possible d'établir une correspondance entre les traces de téléportation qui avaient été découvertes et leur destination, et ensuite de remonter le fil jusqu'aux personnes qui avaient ouvert les portails. Ça a réussi dans presque tous les cas, sauf un. L'une des traces de téléportation ne menait nulle part, plus précisément, elle menait dans la mer, dans les abysses de Sedna. Quelqu'un, devina aussitôt le jarl, s'est téléporté sur un bateau qui l'attendait à un endroit précis. Mais pourquoi avoir choisi un endroit aussi reculé, doté d'une aussi mauvaise réputation? Plutôt curieux, enfin, quand on a le couteau sous la gorge. Précisément, c'est aussi ce que s'est dit la commission. Elle en a tiré la conclusion qu'il s'agissait de Vilgefortz. Ayant capturé Ciri et voyant sa retraite coupée, il s'était tourné vers une solution de rechange. Il s'est téléporté, avec sa prisonnière, vers les abysses de Sedna, où les attendait un navire nilfgaardien. Ce qui, d'après la commission, expliquerait le fait que Ciri ait été présentée à la cour impériale à Lothgrim le 10 juillet, soit à peine 10 jours après les événements de Thanedd. Mais oui, le jarl plissa les yeux. Cela expliquerait beaucoup de choses, à condition bien entendu que la commission ne se soit pas trompée. Bien entendu, reprit la magicienne, en soutenant son regard et en se permettant même un petit sourire ironique. On a aussi très bien pu présenter un sosie à Lothgrim, et non la véritable Ciri, ce qui expliquerait beaucoup de choses, mais pas toutes. La commission a établi un autre fait, si étrange qu'il avait été omis dans la première version du rapport, après avoir été jugé peu vraisemblable. Dans la seconde version, tenue étroitement secrète, il est tout de même rapporté, en tant qu'hypothèse. Je suis tout oui depuis un moment déjà, Triss. L'hypothèse de la commission est la suivante. Le portail de la tour de la mouette s'était ouvert, il fonctionnait. Quelqu'un s'en est servi, et l'énergie de ce passage était si puissante que le portail a explosé et a été détruit. Yennefer, reprit Triss au bout d'un instant, a sans doute appris ce qu'avait découvert la commission Radcliffe, ce qu'elle avait inclus dans son rapport secret, et qui indique qu'il y a une chance infime, que Ciri ait réussi à franchir le portail de Tor Lara sans danger, échappant ainsi à Nilfgaard et à Vilgefortz. Dans ce cas, où se trouve-t-elle maintenant? Je voudrais bien le savoir, moi aussi. Il faisait un froid de tous les diables. Aucun rayon de lune ne filtrait à travers l'amoncellement de nuages qui obscurcissait le ciel. En comparaison des nuits précédentes, il faisait cependant nettement moins froid, car il n'y avait, chose exceptionnelle, presque pas de vent. Le canot ballottait légèrement sur les vaguelettes ondulées de la surface de l'eau. Ça sentait le marécage, les mauvaises herbes en putréfaction et le mucus d'anguille. Quelque part, non loin du bord, un castor fit claquer sa queue sur l'eau et tous deux sursautèrent. Ciri était certaine que Visigotha était en train de somnoler et que le castor l'avait réveillé. « Continue, poursuis ton récit, dit-elle, en s'essuyant le nez avec la seule partie encore propre de sa manche. Ne t'endors pas. Quand tu t'endors, mes yeux se ferment aussi. Il ne manquerait plus que le courant nous emporte et qu'on se réveille en pleine mer. Parle-moi encore de ces portails. » Pour te sauver de Thanedd, poursuivit l'anachorète, tu es passé par le portail de la tour de la mouette, Tor Lara. Or, Geoffroy Monk, la plus haute autorité sans doute en matière de téléportation, il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « La magie du peuple ancien, opus magnum du savoir sur les téléportations elfiques », écrit que le portail de Tor Lara mène à la tour de l'Hirondelle.
Thor irréel. Le portail de Thaned était corrompu, l'interrompit Ciri. Peut-être qu'avant d'être détérioré, il menait à une autre tour, mais maintenant, il conduit à un désert. On appelle ça un portail chaotique, d'après ce que j'ai appris. Je le savais déjà, figure-toi, lança le vieillard. Je me souviens de nombre de choses que j'ai apprises. C'est pour ça que ton récit me rend si perplexe, notamment certains passages, dont ceux qui rapportent à la téléportation, justement. Peux-tu être plus clair? Oui, Ciri, je le peux, mais pour l'heure, il est grand temps de remonter la nasse. Elle doit être pleine d'anguilles déjà. Es-tu prête? Je suis prête. Ciri cracha dans sa main et se saisit de la gaffe. Visigotha attrapa le cordon qui se perdait dans l'eau. On y va! 1, 2, 3, dans la barque! Attrape-les, Ciri, attrape-les! Mets-les dans le panier, sinon elles vont se sauver. C'était la deuxième nuit consécutive qu'il passait sur l'affluent marécageux de la rivière. Ils venaient en pirogue, ils installaient les nasses et les gores pour capturer les anguilles qui se dirigeaient en masse vers la mer. Ils rentraient à la cabane largement après minuit, crottés de mucus de la tête aux pieds, mouillés et terriblement fatigués, mais ils n'allaient pas se coucher tout de suite. Les anguilles destinées au troc devaient être placées dans des viviers, très méticuleusement. S'il y avait le moindre interstice, le lendemain, les viviers seraient vides. Le travail terminé, Visigotha choisissait 2 ou 3 anguilles. Parmi les plus grosses, il en ôtait la peau, les découpait en tronçons, les passait dans la farine et les faisait cuire dans une grande poêle. Puis, il mangeait en discutant. Vois-tu, Ciri, une chose continue à m'empêcher de dormir. Tout de suite après ta guérison, je m'en souviens très bien, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur la date précise à laquelle tu avais reçu ta blessure au visage. Cette blessure ne pouvait pas remonter à plus de 10 heures en arrière. Et toi, tu t'obstinais à répéter que tu avais été blessé 4 jours auparavant. J'étais certain qu'il s'agissait d'une simple erreur, mais depuis, je n'ai pas cessé d'y penser, et je me pose toujours la même question. Où se donc passaient ces 4 jours? Eh bien, où sont-ils passés à ton avis? Je ne sais pas. Magnifique. Le chat fit un bond, clé au sol sous ses griffes, une souris couina d'une voix perçante. Sans hâte, le gripinot lui mordit le dos, l'étripa, et commença à manger de bon appétit. Ciri l'observait, impassible. Le portail de la tour de la mouette, reprit Visigotha, mène à la tour de l'hirondelle. Et la tour de l'hirondelle, le chat avait fini de manger. Il gardait la queue pour le dessert. Le portail de Thor Lara, répéta Ciri en bâillant la bouche grande ouverte, est corrompu et mène à un désert. J'ai dû te le dire une bonne centaine de fois. Il ne s'agit pas de ça, je te parle d'autre chose. Du fait qu'il existe une correspondance entre ces deux portails. Le portail de Thor Lara était corrompu, d'accord, mais il reste encore celui de Thor Ziriel. Si tu parvenais à la tour de l'hirondelle, tu pourrais te téléporter de nouveau sur l'île de Thaned. Tu te trouverais ainsi loin des dangers qui te menacent, hors de portée de tes ennemis. Ah, ça m'arrangerait. Il y a cependant un léger hic. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où se trouve cette tour de l'hirondelle. Je pourrais peut-être remédier à cela. Sais-tu, Ciri, à quoi servent les études universitaires? Non. À quoi? À savoir utiliser ces sources. Je savais que je trouverais, annonça fièrement Visigotha. J'y cherchais, et oh, sacre bleu! La lourde pile d'ouvrages lui échappait des mains, les incunables tombèrent sur la terre battue, les cartes s'échappèrent de leur vétuste reliure et s'éparpillèrent sur le sol. Qu'as-tu trouvé? Ciri s'accroupit près du vieillard et l'aida à ramasser les pages disséminées. La tour de l'hirondelle. L'anachorète chassa le grépinot qui, sans la moindre gêne, s'était installé sur l'une des pages. Thor Ziriel, aide-moi. Mais c'est plein de poussière. Ça colle au doigt tellement c'est sale. Visigotha, qu'est-ce que c'est, ici sur cette image? Cet homme suspendu à un arbre. Ça? Visigotha jeta un coup d'œil à la page volante. Une scène de la légende de Heimdall. Le héros Heimdall est resté suspendu durant 9 jours et 9 nuits aux frênes des mondes, pour gagner au travers du sacrifice l'accès au savoir et la puissance. J'ai fait plusieurs fois ce genre de rêve, dit Ciri, en se frottant le front, un homme suspendu à un arbre. La gravure est tombée de ce livre, tiens, si tu veux tu pourras le lire plus tard. Maintenant, cependant, il est plus urgent de... Ah, enfin, je l'ai.
Pérégrination sur les routes et les endroits magiques, de Buvid Blakhusen, un livre considéré par certains comme apocryphe, autrement dit des sornettes, plus ou moins. Mais il en fut aussi qui appréciaient ce livre. Tiens, écoute, par la peste, comme il fait sombre ici, il y a assez de lumière. C'est toi qui deviens aveugle avec l'âge, dans sa série, avec la cruauté impassible propre à la jeunesse. Donne, je vais lire moi-même. À partir d'où? Ici, dit-il, en indiquant l'endroit de son dos osseux. Lis à voix haute. Il écrivait bizarrement, ton but vide. Asengard, c'était, si je ne me trompe, pas un genre de château. Mais quelle est cette contrée, les 100 lacs? J'en ai jamais entendu parler. Et c'est quoi, le trifolium? Du trèfle. Pour ce qui est d'Asengard et des 100 lacs, je t'en parlerai lorsque tu auras terminé de lire. Sitôt que l'elfe Avalak eut prononcé ces paroles, les dix oiseaux petits et noirs abandonnèrent les eaux du lac, où durant tout l'hiver, ils se protégeaient du froid au fond des flots, car ainsi que le savent les gens érudits, les hirondelles, à l'encontre des autres oiseaux, ne migrent pas vers les pays chauds pour revenir au plein temps. Elles s'agrippent les unes aux autres à l'aide de leurs petites pattes griffues et plongent par bandes entières dans le fond des eaux pour y passer tout l'hiver. Ce n'est qu'au printemps que des profondus dessous les eaux, elles rejaillissent. Néanmoins, l'hirondelle n'est pas uniquement du printemps et de l'espoir le symbole. Elle incarne également un modèle de pureté immaculée, car jamais sur la terre elle ne se pose. Elle n'a, avec la saleté et les immondices terrestres, aucun contact. Revenons-en cependant à notre lac. Les oiseaux, en tournoyant, avaient, eût-on dit, de leurs petites ailes éparpillées la brume, car soudain émergea du brouillard une tourelle magnifique enchantée. D'une seule voix, nous poussâmes un soupir d'émerveillement, car l'on eût dit cette tourelle de vapeur tissée, ayant la brume comme fundamentum, et à son sommet, couronnée par les sentiments de l'homme, une aurora borealis féerique. Un génie surnaturel puissant, en vérité, avait dû construire cette tour, qui ne pouvait être l'œuvre d'un esprit humain. L'elfe Avalak perçut notre admiration et dit « Voici Torzirel, la tour de l'hirondelle. Voici les barrières des mondes et les portes du temps. Réjouissez vos yeux humains, car il n'est pas donné à tout à chacun de le voir apparaître. » Quand nous lui demandâmes s'il était possible de s'avancer et d'admirer de près la dite tour, ou même de la toucher de propria manu, Avalak se mit à rire. Torzirel, dit-il, n'est pour vous qu'un songe onirique. On ne peut pas toucher les songes, et c'est bien ainsi, ajouta-t-il, car la tour n'est là que pour les érudits et quelques rares élus pour qui les portes du temps sont celles de l'espoir et de la renaissance. Pour les profanes, elles sont les portes du cauchemar. À peine avait-il prononcé ces paroles que d'Erchef les brumes se refermèrent sur la tour, privant nos yeux de la contemplation de cet enchantement. La contrée des 100 lacs, expliqua Visigotha, s'appelle aujourd'hui Miltrashta. C'est une région lacustre, très étendue, qui se situe dans la partie nord de la province de Mertina, près de la frontière avec Nazaire et Magturga, et qui est traversée par la rivière Yelena. Buvid Blakhusen écrit qu'ils sont partis d'Asengard, au nord, pour se rendre dans la région des 100 lacs, plus au sud. Aujourd'hui, Asengard n'existe plus. Il n'en reste que des ruines. La ville la plus proche est Nenrut. Depuis Asengard, Buvid a compté qu'il y avait 600 altés jusqu'au lac. Diverses altés étaient alors en usage, mais prenons comme référence la plus usitée, selon laquelle 600 altés font autour de 50 000. Ici à Péripult, nous sommes à quelques 350 000 au sud d'Asengard. Autrement dit, Ciri, plus ou moins 300 000 te séparent de la tour de l'hirondelle. À cheval, sur ta kelpie, il faut compter à peu près 2 semaines et demie de route.
à condition de voyager au printemps évidemment, pas en cette saison, alors que d'ici 1 ou 2 jours peuvent survenir les grands froids. Bonsoir à tous, j'ai raté notre rendez-vous ce dimanche, dommage. T'inquiète pas, tu peux quand même rester avec nous. Bonsoir à toi déjà, bienvenue. Et ne t'inquiète pas. Tu es la bienvenue dans tous les cas. C'est vrai que j'avais oublié de redire, enfin j'y ai pensé un peu tard à redire sur les réseaux, en plus c'est un peu de ma faute. Hop. De la ville d'Azengard, que je connais par mes lectures, il ne reste que des ruines, marmonna Ciri en plissant le nez pensive. Or, j'ai vu de mes propres yeux la ville elfique de Charroed à Kedwen. J'y suis passé. Les gens ont tout pillé, tout emmené. Ils n'ont laissé que la pierre nue. Je parie qu'il ne reste de ta tour de l'hirondelle que des pierres les plus grosses, car les plus petites ont sans doute été volées. Si par ailleurs, il y avait là un portail. La tour de l'hirondelle était magique. Tout le monde ne pouvait pas la voir, et les portails sont toujours invisibles. C'est vrai, reconnut-elle. Elle se mit à réfléchir. Celui de Tanel l'était. Il est soudain apparu sur un mur, nu, au bon moment d'ailleurs, parce que ce sorcier, celui qui me poursuivait, était déjà très proche, je pouvais l'entendre. Alors, comme par enchantement, le portail est apparu. Je suis certain, dit Visigotha, à voix basse, que si tu parvenais jusqu'à Torzirel, son portail t'apparaîtrait aussi, même parmi les ruines, même au milieu des pierres nues. Je suis certain que tu réussirais à le retrouver et le réactiver, tout comme je suis certain que lui, en retour, entendrait ton commandement, parce que je crois, Ciri, que tu es une élue. À la lumière des bougies, Triss, tes cheveux sont comme le feu, et tes yeux comme le lapis lazuli. Tes lèvres sont comme des perles. Arrête, Crash. Tu es saoul ou quoi? Verse-moi encore du vin, et raconte. Quoi donc? Ne fais pas l'imbécile. Raconte-moi comment Yennefer a décidé de voguer jusqu'aux abysses de Sedna. Comment vas-tu, Yennefer? Raconte-moi. D'abord, réponds à une question. Qui sont ces deux femmes que je rencontre invariablement lorsque je viens chez toi, et qui me regardent toujours comme si je n'étais qu'un excrément de chat répandu sur le tapis? Qui sont-elles? Es-tu intéressé par l'aspect juridique de la chose, ou bien par son aspect concret? Va pour le concret. Dans ce cas, ce sont mes épouses. Je comprends. Tu aurais peut-être leur expliqué à l'occasion ce qu'il en est. Adieu panier, vendanges sont faites. Je leur ai expliqué. Mais les femmes sont les femmes, ce n'est pas grave. Raconte, Yennefer. Tes progrès m'intéressent. Malheureusement, dit la magicienne en se mordant les lèvres, les progrès sont minces, et le temps file. Il file, confirma le jarl en hochant la tête et apporte son lot de nouvelles surprises. J'ai reçu des informations du continent. Elles devraient t'intéresser. Elles proviennent du corps de Visgard. J'espère que tu sais qui est Visgard. Un général de Cintra? Un maréchal. Il dirige un corps d'armée composé d'émigrés cintrasiens et de volontaires et qui fait partie intégrante de l'armée témérienne. Il compte dans ses rangs un certain nombre de volontaires originaires des îles. Les nouvelles qui m'en parviennent sont donc des informations de première main. Et qu'as-tu appris? Tu es arrivé ici, sur Skellige, le 19 août, 2 jours après la pleine lune. Ce même jour, le 19 donc, au cours d'une bataille sur Lina, les hommes de Visgard ont encerclé un groupe de fugitifs, parmi lesquels se trouvait Gérald et son ami le troubadour. Jasquier? C'est ça. Visgard les a accusés tous deux d'espionnage, les a emprisonnés et sans doute avait-il l'intention de les liquider. Mais les deux prisonniers se sont échappés et ont dirigé les Nilfgaardiens, avec qui ils étaient apparemment de mèche, contre Visgard. Baliverne? C'est aussi ce que je me suis dit, mais il m'est venu à l'esprit que le sorceleur, en dépit de ce que tu penses, exécute peut-être un plan secret en vue de sauver Ciri. Il s'attire les bonnes grâces de Nilfgaard. Ciri n'est pas à Nilfgaard, et Geralt n'exécute aucun plan. La planification n'est pas son point fort, laissons cela. Ce qui est important,
c'est que nous sommes déjà le 26 août, et que je ne sais toujours pas assez. Pas assez pour entreprendre quoi que ce soit, à moins que... Elle se tue. Le regard tourné vers la fenêtre, au joint avec l'étoile d'obsidienne accrochée à un ruban de velours noir qu'elle portait autour du cou. À moins que quoi ne puisse empêcher de demander Crash and Crête. À moins que j'essaie les méthodes de Geralt au lieu de les rallier. Je ne comprends pas. On peut essayer le sacrifice Jarl. La promptitude au sacrifice augmente, paraît-il, le pourcentage de réussite. Elle permet d'obtenir de bons résultats, ne serait-ce que sous la forme de grâce accordée par la déesse. Celle-ci aime et apprécie ceux qui acceptent de souffrir pour une cause. Je ne comprends toujours pas, grommela-t-il en fronçant les sourcils, mais ce que tu me dis ne me plaît pas, Yennefer. Je sais, moi non plus, mais de toute façon il est trop tard pour faire marche arrière. Les bêlements du chevreau sont sans doute déjà parvenus à l'oreille du tigre. C'est précisément ce que je craignais, murmura Triss. J'avais donc bien deviné, soupira Crash and Crête en contractant les muscles de sa mâchoire. Yennefer savait que quelqu'un écoutait les conversations qu'elle menait au moyen de sa machine infernale, ou que l'un de ses interlocuteurs la trahirait lâchement. Ou les deux. Elle savait, répéta Crash en grinçant des dents, mais elle a continué à ne faire qu'à sa tête. Son plan était sans doute de servir d'appât. Elle a fait semblant d'en savoir plus qu'elle n'en savait pour provoquer l'ennemi, et elle a voqué vers les abysses de Sidna. Après avoir lancé un défi, elle a pris un risque terrible, Crash. Je sais. Elle ne voulait causer d'ennui à aucun de nous, pas même aux volontaires qui se sont engagés à ses côtés. Voilà pourquoi elle a demandé 2 dracars. J'ai les 2 dracars que tu désirais, l'Halcon et le Tamara, ainsi que les équipes de volontaires, bien entendu. C'est Guthalf, le fils de Sven, qui commandera l'Halcon. Il en a lui-même fait la demande en disant que ce serait pour lui un honneur. Tu lui es tombé dans l'œil, Yennefer. Le Tamara sera commandé par Azatajad, un capitaine en qui j'ai une totale confiance. Ah oui, j'allais oublier, mon fils, Aljmar, gueule en coin, fera aussi partie de l'équipage du Tamara. Ton fils? Quel âge a-t-il? 19 ans. Tu as commencé jeune. C'est la poêle qui se moque du chaudron. Amjar a demandé à intégrer l'équipage pour raisons personnelles. Je n'ai pas pu le refuser. Pour raisons personnelles? Tu n'es pas au courant de cette histoire? Non, raconte. Crash and Crête pencha sa corne et se mit à rire à l'évocation de ses souvenirs. Les gamins d'Ardskellig, commença-t-il, adorent faire du patin. L'hiver, ils n'en peuvent plus d'attendre les grands froids. Ils sont les premiers sur le lac à peine gelé. La couche de glace est si mince qu'elle ne supporterait pas le poids des adultes. Bien entendu, le plus amusant, c'est de faire la course, prendre son élan et courir le plus vite possible, d'un bout à l'autre du lac. Les gamins organisent un jeu appelé le saut du saumon. Il consiste à sauter en patin par-dessus les petites roches qui pointent hors de la surface gelée, comme les dents de requin au bord du lac. À la façon d'un saumon quand il s'élance dans les courants des cascades. On choisit une rangée de rochers assez longue, on prend son élan. Ah, moi aussi j'en ai fait des sauts de saumon quand j'étais gamin. S'abîmant dans ses pensées, Crash and Crête sourit. Naturellement, celui qui réussit à sauter par-dessus la plus longue rangée de blocs de pierre est déclaré vainqueur et se pavane ensuite comme un paon. En sondant Yennefer, ton humble serviteur et présent interlocuteur avait souvent cet honneur. À l'époque, qui nous intéresse plus particulièrement, c'est mon fils, Amjar, qui était le champion. Il franchissait des rochers qu'aucun autre gamin n'osait franchir. Il faisait le fier en lançant des défis à ses camarades pour qu'ils essaient de faire mieux que lui. Et son défi fut relevé par Ciri, la fille de Pavetta de Cintra. Elle n'était même pas une insulaire, même si elle se prétendait telle, vu qu'elle passait davantage de temps ici qu'à Cintra. Même après l'accident de Pavetta, je croyais que Calante lui avait interdit de venir ici. Tu es au courant de ça? Demanda-t-il en lui jetant un rapide coup d'œil. Au fond, ça n'a rien d'étonnant, car tu sais beaucoup de choses, Yennefer. Beaucoup. La colère et l'interdiction de Calante n'ont pas duré plus de 6 mois. Ensuite, Ciri a de nouveau passé ses étés et hivers ici. Elle patinait comme un beau diable, mais de là à participer à des concours de saut avec des garçons et à provoquer Amjar, c'est totalement incroyable. Je suppose qu'elle l'a éclaté, vu qu'on parle de Ciri.
coupe au doigt avant de reprendre. Mais elle l'a fait, devina la magicienne. Oui, elle l'a fait. Elle a sauté cette petite diablotine sintrasienne. Un vrai lionceau, digne de l'héritage de la lionne. Amjar, quant à lui, pour ne pas subir les sarcasmes de ses camarades, a dû tenter un saut plus difficile encore. Il a pris le risque. Il s'est cassé une jambe, un bras, 4 côtes, et s'est esquinté la figure. Il gardera sa cicatrice jusqu'à la fin de sa vie. Amjar gueule en coin, et sa célèbre fiancée. Fiancée ? Tu ignorais ça aussi ? Étrange pour quelqu'un qui en sait tellement d'ordinaire. Après son fameux saut, Amjar a dû rester alité un moment. Siri venait le voir, elle lui faisait la lecture, lui parlait, le tenait par la main. Et quand quelqu'un entrait dans la pièce, ils devenaient tous les deux rouges, comme des coquelicots. Un jour, Amjar finit par me confier qu'il s'était fiancé. Ça m'a mis en run. Sale morveux, lui ai-je dit. Je vais t'en donner, moi, des fiançailles. Oui, mais à coup de fouet. J'étais un peu inquiet, à vrai dire, car j'avais remarqué que le lionceau avait le sang chaud, que c'était une risque-tout, pour ne pas dire une petite faux-folle. Heureusement, Amjar était tout en bandage et en attelle. Il ne pouvait donc pas faire de bêtises. Quel âge avait-il à l'époque ? Lui 15 et elle pas tout à fait 12. Tes craintes étaient donc sans doute un peu exagérées. Peut-être un peu, mais Calante, à qui j'avais dû tout raconter, était loin de prendre l'affaire à la légère. Je savais qu'elle avait pour Siri des projets matrimoniaux. Je pense qu'elle en avait en tête de lui faire épouser le jeune Tancred Thyssen de Covir, ou peut-être Radovid de Redani, j'en suis pas certain. Mais des ragots pouvaient nuire au projet de mariage. Même la rumeur d'une simple amourette innocente entre deux enfants. Calante renvoya Siri à Sintra sans délai. Il y eut des scènes, des pleurs, des caprices, mais rien n'y fit. Aucune discussion n'était possible avec la lionne de Sintra. Amjar était resté couché 2 jours durant, le visage contre le mur, sans adresser la parole à quiconque. À peine remis de ses blessures, il voulut voler un skiff pour se rendre à Sintra seul. Il a reçu des coups de lanière et ça lui est passé. Après, Krachenkret se tut, pensif. Après, l'été arriva, puis l'automne, et toute la puissance nilfgaardienne entra dans Sintra par le sud, par les marches de Mardanal, offrant à Amjar une autre occasion de montrer son courage. À Mardanal, près de Sintra, puis à Soden, il s'est opposé bravement aux Noirs. Quand les Drakkars arrivèrent sur les rives nilfgaardiennes, Amjar, l'épée à la main, se battait pour venger la jeune fille qu'il avait aimée et dont on pensait à l'époque qu'elle était morte. Moi je n'y croyais pas car les phénomènes dont je t'ai parlé ne s'étaient pas produits. Et aujourd'hui, quand Amjar a appris qu'une expédition de secours était en train de se préparer, il s'est porté volontaire. Merci de m'avoir raconté cette histoire, Crash. Ça m'a détendu de l'entendre. J'en ai oublié mes soucis. Quand te mets-tu en route, Yennefer ? Dans les jours qui viennent, peut-être même dès demain, il me reste une dernière communication à distance à faire. Les yeux de Krachenkret étaient aussi perçants que ceux d'un autour. Dis-moi, Triss Merigold, demanda-t-il en la dévisageant, tu ne saurais pas par hasard quelle est la dernière personne que Yennefer a contactée avant de démonter sa machine infernale la nuit du 27 août ? Qui était-ce ? De quoi ont-elles parlé ensemble ? Triss baissa les yeux pour éviter de le regarder en face, ce qui signifie donc que c'était Triss qu'elle a appelé. Le ray de lumière diffracté par le brillant illumina la surface du miroir. Yennefer étendit ses 2 bras, scanda une incantation. Le reflet éblouissant se transforma en un brouillard floconneux dont une image commença rapidement à émerger, celle d'une pièce au mur, couverte d'une tapisserie colorée. De l'agitation à la fenêtre, et une voix inquiète. Qui est là ? C'est moi, Triss. Merci à tous. Yennefer, c'est toi ? Dieu du ciel ? Où es-tu ? Peu importe où je suis, ne fais pas d'obstruction, sinon l'image vacille. Et éloigne ce chandelier, il m'aveugle. Bien sûr, tout de suite. Il était tard, déjà. Pourtant, Triss Merigold n'était ni en négligé, ni en vêtements de travail. Elle portait une robe de soirée, comme toujours, boutonnée bien haut, sous le cou. On peut discuter librement ? Bien sûr. Es-tu seule ? Oui, tu mens. Yennefer, tu ne me tromperas pas, morveuse. Je connais tes petites mimiques. J'ai eu l'occasion de les voir bien souvent. Tu avais les mêmes quand tu as commencé à coucher avec Geralt dans mon dos. À l'époque,
Tu te composais ce même masque de putain innocente que tu portes à présent, et qui signifie aujourd'hui la même chose. Triss rougit, et, près d'elle, devant la fenêtre, apparut Philippa Eilhart, vêtue d'un pourpoint d'homme bordeaux aux broderies argentées. Bravo, s'exclama-t-elle. Tu es toujours aussi vive et perspicace, et aussi difficile à saisir et à comprendre que par le passé. Je suis heureuse de te voir en vie, Yennefer, et soulagée de constater que ta folle téléportation de Monte Calvo ne s'est pas terminée de façon tragique. Admettons que tu aies raison, répliqua Yennefer du bout des lèvres, bien que ce soit une hypothèse hardie, mais laissons cela. Qui m'a trahi ? Est-ce important ? Demanda Philippa en haussant les épaules. Cela fait 4 jours que tu contactes des traîtres, de ceux pour qui la corruption et la trahison sont une seconde nature, et que tu as toi-même contraint à la trahison. L'un d'eux t'a trahi, c'est le cours normal des choses. Ne me dis pas que tu t'y attendais pas. Évidemment que je m'y attendais, éclata Yennefer. La preuve en est que je vous contacte aujourd'hui. Je n'y étais pourtant pas obligé. En effet, cela signifie donc que ta démarche est intéressée. Bravo, toujours aussi vive et perspicace. Si j'ai tenu à vous contacter, c'est pour vous assurer que le secret de votre loge sera en sécurité, avec moi. Je ne vous trahirai pas. Les paupières mi-closes, Philippa la regardait. Si par cette déclaration, dit-elle enfin, tu comptais gagner du temps, négocier une trêve et assurer ta sécurité, tu as fait un mauvais calcul. Un peu de sérieux, Yennefer. En t'enfiant de Monte Calvo, tu as fait un choix. Tu as montré de quel côté de la barrière tu te situais. Or, qui n'est pas avec la loge, est contre la loge. À présent, tu essaies de nous damer le pion et de trouver Ciri avant nous, pour des raisons qui sont contraires aux nôtres. Tu agis contre nous. Tu veux empêcher que nous utilisions Ciri à des fins politiques qui nous sont propres. Sache donc que nous ferons tout pour que tu ne parviennes pas à l'utiliser à tes propres fins, qui ne sont pas politiques, mais sentimentales. Dois-je comprendre que c'est la guerre ? Plutôt une compétition, rétorqua Philippa avec un sourire acerbe. Une simple compétition, Yennefer. Honnête et noble ? Tu plaisantes sans doute. Très bien. Néanmoins, je souhaiterais en toute honnêteté et sans équivoque vous soumettre une proposition, en comptant du reste que cela m'apporte quelque chose. Nous t'écoutons. Dans les prochains jours, peut-être même dès demain, surviendront des événements dont je ne suis pas en mesure de prévoir les conséquences. Il se peut que notre rivalité cesse soudain d'avoir un sens, pour une simple raison, vous n'aurez plus de rival. Philippa Eilhart cligna des yeux soulignés de bleu. Je comprends. Voici ma requête. Je voudrais qu'après ma mort, vous fassiez en sorte que ma réputation et mon nom soient réhabilités, que l'on ne me considère pas comme une traîtresse, comme l'associée de Vilgefortz. J'en ai fait la demande à la loge. Je t'en fais la demande personnellement, Philippa. Celle-ci resta silencieuse quelques instants. Je rejette ta demande, dit-elle enfin. Je suis désolé, mais ta réhabilitation ne sert pas l'intérêt de la loge. Si tu dois mourir, mieux vaut que ce soit en laissant derrière toi l'image d'une traîtresse et d'une criminelle. Il ne sera alors plus facile de manipuler Ciri. Sympa cette petite ambiance quand même, on se croirait en 40, hein. Avant d'entreprendre quoi que ce soit qui risque de te coûter la vie, bafouilla soudain Triss, laisse-nous un testament ? Quelque chose qui nous permette de continuer de suivre tes traces, de trouver Ciri, car enfin il s'agit ici de son bien avant tout, de sa vie, Yennefer. Dijkstra a trouvé certaines traces. Si c'est Vilgefortz qui détient Ciri, une mort terrible menace la jeune fille. Tais-toi, Triss, aboya Philippa Eilhart d'un ton sec, et il n'y aurait ici ni entente, ni marchandage. Je vous laisserai des indices, dit lentement Yennefer, des informations sur ce que j'ai appris, et sur ce que j'ai entrepris. Je vous laisserai une trace que vous pourrez suivre, mais pas sans contrepartie. Vous ne voulez pas me réhabiliter aux yeux du monde ? Soit. Allez au diable, vous et votre monde. Mais réhabilitez-moi au moins aux yeux du sorceleur. Non, répliqua Philippa Eilhart presque instantanément. Cela ne servirait pas non plus les intérêts de la loge. Il est préférable que ton sorceleur continue à croire que tu es une traîtresse, et qu'il n'est pour toi que mépris. Ainsi, il ne cherchera pas à te venger, et ne risquera pas de nuire à nos plans en se mettant à tout détruire sur son passage. Du reste, il est sans doute déjà mort, ou il le sera très bientôt. Des informations contre sa vie, dit Yennefer d'une voix sourde. Sauve-le, Philippa. Non, Yennefer.
Parce que cela ne sert pas les intérêts de la loge. Des flammes violettes étincelèrent dans les yeux d'Yennefer. As-tu entendu, Triss? La voici ta loge. Voici son vrai visage, ses véritables intérêts. Qu'en penses-tu? Tu as servi de mentor à cette fillette. Tu étais presque une grande sœur pour elle, comme tu le disais toi-même. Et Gérald? N'essaie pas de prendre Triss par les sentiments, Yennefer. Des flammes étincelèrent à leur tour dans les yeux de Philippa. Nous trouverons Ciri, nous la sauverons sans ton aide. Si tu as de la chance et que tu la retrouves avant nous, nous t'en serons reconnaissantes. En arrachant toi-même la jeune fille des mains de Vilgafort, tu nous déchargeras d'un poids et nous épargneras de la fatigue. Il ne nous restera plus qu'ensuite qu'à t'à la prendre. Quant à ce Gérald, je crois bien n'en avoir jamais entendu parler. Qui est-ce? As-tu entendu, Triss? Pardonne-moi, dit Triss Merigold, d'une voix sourde. Pardonne-moi, Yennefer. Oh non, Triss. Jamais. Triss avait les yeux baissés. Krachenkret la scrutait d'un regard d'autour. Le lendemain de cette dernière communication secrète, celle dont tu ignores tout, dit lentement le Jarl, Yennefer a quitté Skellige pour prendre la direction des abysses de Sedna. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle se rendait précisément là-bas, elle m'a regardé dans les yeux et a rétorqué qu'elle avait l'intention de déterminer en quoi les catastrophes naturelles se distinguaient des catastrophes non naturelles. Elle a pris la mer accompagnée des 2 dracars, le Tamara et l'Alcicone, dont les équipages étaient uniquement composés de volontaires. C'était le 28 août dernier, voici 2 semaines de cela. Je ne l'ai plus jamais revue. Quand as-tu appris 5 jours plus tard, l'interrompit-il assez brutalement, 3 jours après la nouvelle lune de septembre. Assis face au Jarl, le capitaine Astagine n'était pas tranquille. Il se mordit les lèvres, gigotait sur son banc, se titurait les doigts en faisant craquer ses jointures. Le soleil rougeoyant qui avait enfin percé ses rayons, le ciel, encombré des nuages, descendait lentement derrière Spikrogue. « Parle à ça !» ordonna Krachenkret. Le capitaine se racla bruyamment la gorge. « Nous pincions le vent, reprit-il, qui était favorable. Nous avancions à 12 nœuds au moins. La nuit du 29 août déjà, nous aperçûmes les lumières des réverbères du Pex de Mar. Nous reculâmes quelque peu vers l'ouest pour ne pas tomber sur un Nilfgaardien. La veille de la nouvelle lune de septembre, à l'aube, nous naviguions aux abords des abysses de Sedna, quand la magicienne nous fit venir dans sa cabine, Guthalf et moi-même. J'ai besoin de volontaires pour gouverner le Drakkar, annonça Yennefer. Seulement de volontaires. Je ne sais pas combien d'hommes il faut, je n'y connais rien. Mais je vous demande de ne pas laisser sur l'Alcon plus d'hommes que nécessaire. Et je le répète, des volontaires uniquement. Ce que je m'apprête à faire est très risqué. Bien plus qu'une bataille marine. Je comprends, déclara le vieux sénéchal en hochant la tête. Et je me porte volontaire le premier. Moi, Guthalf, le fils de Sven, je vous demande de m'accorder cet honneur, madame. Yennefer le regarda lentement dans les yeux. Bien, dit-elle, tout l'honneur est pour moi. Je me suis aussi porté volontaire, précisa Assatage, mais Guthalf a refusé. Quelqu'un a-t-il objecté, doit assurer le commandement sur le Tamara. Finalement, 15 hommes se sont portés volontaires, y compris Algmar, Jarl. Krachenkret haussa les sourcils. Il faut combien d'hommes, Guthalf, répéta la magicienne. Combien sont indispensables? Je te demande d'être précis. Le sénéchal se tut un instant, le temps de faire son calcul. À 8, nous nous en sortirions, dit-il enfin, si ça ne dure pas trop longtemps. Mais enfin, il n'y a que des volontaires ici, donc il est inutile. Prends-en 8 parmi les 50, interrompit-elle brutalement. Choisis-les toi-même, et ordonne-leur de passer sur l'Alicon. Les autres restent sur le Tamara. Ah, avant que j'oublie, Almjar fait partie de ceux qui restent. Non, dame Yennefer, tu ne peux pas me faire ça. Je me suis porté volontaire et je serai à tes côtés. Je veux être... Tais-toi. Tu restes sur le Tamara, c'est un ordre. Encore un mot, et j'ordonne qu'on t'attache au mât. Raconta ça. La magicienne, Guthalf et les 8 volontaires sont montés à bord de l'Alicon pour naviguer vers les abysses. Quant à nous, sur le Tamara, nous restions à l'écart, conformément aux ordres, mais en veillant à ne pas nous laisser trop distancer. Et puis, je ne sais quelle diablerie s'est emparée du temps
qui jusque-là avait été étonnamment favorable. Oui, je vous le dis, c'était une diablerie, car le vent soufflait avec une force malsaine. Que je sois entraîné sous la quille si je mens. Continue. Là où nous nous trouvions, je veux dire le Tamara, le vent sifflait un peu, et l'horizon était si noir de nuages qu'on se serait cru en pleine nuit, mais le temps était calme. En revanche, à l'endroit où se trouvait la licorne, l'enfer s'était déchaîné de Tougo, un véritable enfer. La voix de la licorne se mit soudain à claquer avec une telle violence que même l'équipage du Tamara l'entendit, malgré la distance qui séparait les deux dracars. Le ciel s'était assombri, les nuages s'étaient amoncés. La mer, apparemment tout à fait calme aux abords du Tamara, se souleva, bouillonnant de longues lames qui déferlèrent autour de la licorne. Quelqu'un poussa un cri, puis un autre, et, un instant plus tard, ils criaient tous. Sous le cône de nuages noirs qui se dirigeait vers le dracar, la licorne était ballottée par les flots, sur les flots, comme un bouchon de bouteille. Il tournait, tourbillonnait et bondissait. La poupe et la proue plongeaient tour à tour dans les vagues. Par moments, le dracar disparaissait complètement derrière les crêtes d'écume. À d'autres, seule sa voile rayée était visible. « C'est de la magie !» hurla un homme dans le dos d'Asa. « C'est de la magie démoniaque !» Le tourbillon entraîna la licorne de plus en plus vite. Les boucliers arrachés des bords du dracar par la force centrifuge vrombirent dans le vent comme des disques. Les rames, détruites, se dispersèrent en tous sens. « Carguez les voiles !» hurla Azatage, « et emparez-vous des rames, il faut aller à leur rescousse !» Mais il était déjà trop tard. Le ciel au-dessus de l'hélicone était devenu noir. Soudain, des éclairs trouèrent l'obscurité et encerclèrent le dracar, pareil aux tentacules d'une méduse. La masse de nuages aux formes fantastiques se mit à tournoyer pour former un cratère effroyable. Le dracar tournoyait sur lui-même à une vitesse inimaginable. Le mât se brisa comme une allumette, la voile arrachée fila au-dessus des vagues déferlantes, tel un immense albatros. « Ramez, allez !» Dans le grondement assourdissant des flots, ils entendirent par-dessus leurs propres cris les hurlements provenant de la licorne. Des hurlements terrifiants qui leur firent dresser les cheveux sur la tête. À eux, les berserkers sanguinaires, vieux loups de mer qui en avaient pourtant vu et entendu d'autres dans leur vie de marin. Ils laissèrent tomber les rames, conscients de leur impuissance, ils étaient ébahis, ils cessèrent même de crier. La licorne, qui tournoyait toujours, remonta lentement au-dessus de la vague et s'éleva de plus en plus haut. Ils virent la quille ruisselante d'eau, couverte d'algues et de coquillages. Ils virent une forme noire tomber à l'eau, puis une seconde, et une troisième. « Ils sautent !» beugla Azatage. « Ramez les gars, ramez, de toutes vos forces, voguons à leur secours !» La licorne était bien à 100 coudées, au-dessus de la surface de la mer qui frémissait, bouillonnait. Le dracar tourbillonnait toujours, immense, fuseau ruisselant d'eau. Entouré d'une gigantesque toile d'éclairs, il était attiré par une force invisible dans les nuages en effervescence. Soudain, une explosion déchira l'air, assourdissante. Bien que propulsé par la force de 15 paires de rames, le Tamara fut propulsé brusquement vers l'arrière, comme s'il avait été percuté. Le pont se déroba sous les pieds de Tajazi. Il tomba, sa tempe vint heurter le bord du dracar. Il ne put se relever seul, on l'aida à se mettre debout. Il était étourdi, il secouait la tête, tremblant, vacillant, balbutiant des propos incompréhensibles. Il entendait les hurlements de l'équipage, comme de derrière un mur. Il s'approcha du bord, chancelant tel un ivrogne, et s'agrippa à la rambarde. Le vent s'apaisa, les vagues se calmèrent, mais la masse de nuages n'avait pas quitté le ciel qui demeurait noir. L'Alcyone avait disparu, sans laisser de traces. Il a disparu, sans laisser la moindre trace, Jarl. On a bien vu quelques morceaux de gréement, des bouts de chiffon, mais rien d'autre. Azachazi interrompit son récit, les yeux tournés vers le soleil qui disparaissait derrière les sommets boisés de Spikrug. Krachenkret, pensif, le laissa prendre son temps. On n'a pas pu voir, reprit enfin Azatajari, combien d'hommes avaient réussi à sauter avant que ce nuage diabolique entraîne la licorne. Quoi qu'il en soit, aucun n'a survécu. Quant à nous, en dépit de tous nos efforts, nous n'avons réussi à repêcher que 2 corps, ramenés par la mer, seulement 2.
La magicienne n'était pas parmi eux demanda le jarl d'une voix altérée. Non. Krachenkret demeura longtemps silencieux. Le soleil avait totalement disparu derrière Spikrug. Le vieux Guthalf, fils de Sven, a disparu, sans doute dévoré jusqu'aux derniers os par les crabes des abysses de Sedna. La magicienne aussi a disparu pour de bon. Jarl, les gens commencent à jaser. Ils disent que tout ça c'est sa faute, que c'est son châtiment pour les crimes qu'elle a commis. Commérage stupide! Elle a disparu dans les abysses de Sedna, murmura Asa, au même endroit que Pavetta et Duny en leur temps. Quel étrange hasard! Ce n'était pas un hasard, dit Krachenkret avec conviction. Ni alors, ni aujourd'hui. J'en suis absolument certain. Il est essentiel que l'infortune souffre. Son humiliation, ses douleurs sont au nombre des lois de la nature, et son existence est utile au plan général comme celle de la prospérité qui l'écrase. Telle est la vérité qui doit étouffer le remords dans l'âme du tyran ou du malfaiteur, qu'il ne se contraigne pas, qu'il se livre aveuglément à toute liaison dont l'idée naît en lui. C'est la seule voie de la nature qui lui suggère cette idée. C'est la seule façon dont elle nous fait l'argent de ses lois. Quand ses inspirations secrètes nous disposent au mal, c'est que le mal lui est nécessaire. Donatien Alphonse François de Sade. Et c'est sur cette disparition très étrange de Yennefer et d'un bateau entier avec des hommes que se termine ce chapitre 9. J'espère qu'il vous a plu. Et puis du coup pour YouTube on se dit semaine prochaine, au grand plaisir.